Alors, commençons. Es-tu un extraterrestre? Ça commence bien. Hein? Des manipulations, là. Bon. Ça me regarde. Dans le phénomène de l'extraterrestrialité, donc de tous les mécanismes qui sont extraterrestres, ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de l'homme, donc du point de vue du terrien, c'est que il y a beaucoup d'individus sur le plan planétaire qui ont une conscience suffisamment grande pour pouvoir englober au moins l'existence même de l'humain sur cette planète, parce qu'il ne faut pas penser que tous les humains de la planète ont une conscience leur permettant d'envisager la vie extraterrestre. Mais parmi les humains qui ont la possibilité d'avoir une conscience leur permettant d'envisager la vie extraterrestre, il y a encore beaucoup d'humains qui sont absolument convaincus que le phénomène extraterrestre n'existe pas. Si nous ne pouvons pas immédiatement prouver que l'extraterrestre existe, on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Et le problème de la science moderne comme de la théologie, c'est que si on n'arrive pas à prouver que le phénomène extraterrestre existe, on sait qu'on n'arrivera jamais à prouver qu'il n'existe pas. Pour pouvoir prouver que le phénomène extraterrestre n'existe pas, il faudrait connaître toute la création de fond en comble, ce qui, présentement, n'est pas du domaine du possible par rapport à l'humain ni à la théologie. Alors, les personnes, il y a déjà de toute façon quelques personnes qui sont venues ce soir à la conférence et qui ne croient pas du tout au phénomène extraterrestre. J'ai eu quelques téléphones cette semaine de certains recherchistes de radio qui me demandaient de quoi j'allais parler. Alors, on enquêtait déjà pour savoir si on démolissait en ondes ou si on n'en parlait pas. Alors, je leur ai répondu que j'étais pour mettre les gens en garde contre le phénomène extraterrestre, et ça leur a plu, alors ils n'en ont pas trop parlé. C'est intéressant de constater que l'homme est capable d'envisager, parce qu'il n'a pas le choix de devoir l'envisager, le fait que lui existe. Et si l'homme est capable d'envisager le fait que lui existe, que lui pense, que lui est différent du requin, du dauphin, des autres animaux, que lui est capable d'adapter l'extérieur, tandis que l'animal s'adapte à l'extérieur, tandis que l'humain est capable de vivre de théologie, de vivre de sciences cartésiennes, de réfléchir, d'avoir des émotions, d'aimer, d'haïr, de faire la guerre, de vouloir conquérir la création. Parmi ces hommes, il y en a encore qui refusent obstinément la possibilité d'une vie extraterrestre. Et il y a évidemment l'antipode. L'humanité étant dans un monde duel, où il y a le bon et le mauvais, où il y a le loin et le près, il y a l'antipode, il y a ceux qui sont convaincus qu'il y a le phénomène extraterrestre, et ils sont convaincus à un point tel qu'à chaque fois qu'une nouveauté est amenée sur le plan de l'information ovni, ils le gobent sans réfléchir. Alors on a des individus qui ont été enlevés apparemment par le phénomène ovni. On a des individus qui apparemment ont été contactés par le phénomène extraterrestre et ils ont été missionnés sur le plan terrestre pour accomplir certaines choses, que ce soit l'instauration d'une ambassade extraterrestre, que ce soit l'instauration d'une guerre à l'échelle de la planète, que ce soit l'instauration de mouvements pacifiques, l'écriture de certains livres. Il y a des gens qui sont apparemment missionnés par les extraterrestres. Et lorsqu'un individu faisant partie du clan de l'humanité qui croit inconditionnellement aux extraterrestres entend parler de ces choses, il les accepte sans réfléchir. Ça sous-entend ce que tu viens de dire, qu'il peut y en avoir des bons, puis peut-être en avoir des mauvais. Bon, premièrement, on sait que l'humain est bon et mauvais, et que selon l'interprétation que va faire l'humain d'une chose, la chose deviendra bonne ou mauvaise. C'est le même phénomène pour l'extraterrestre. Est-ce que de prime abord, il y a un phénomène extraterrestre bon ou mauvais? De toute façon, même s'il y aurait un phénomène extraterrestre neutre, par rapport à l'humain, il y a une partie de l'humanité en ferait un phénomène mauvais et une partie en ferait un phénomène bon. C'est un peu comme guérir les maladies. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Si tu as la Bible en dessous du bras quand tu guéris, c'est Dieu. Si tu ne l'as pas, c'est Satan. Alors que tu es possiblement neutre, tu as simplement un degré d'énergie vitale ou un corps vital suffisamment énergisé pour pouvoir, disons, ajuster le corps vital des personnes malades de façon à leur donner la santé.
Le phénomène extraterrestre a toujours été catalogué comme étant l'apparition matérielle de corporalité, donc d'êtres extraterrestres ayant un corps comme le nôtre, avec des différences, un corps humanoïde, disons, ressemblant au nôtre, avec quelques différences. Le problème, c'est que pour comprendre le phénomène extraterrestre, on va devoir l'envisager d'une autre façon. Et c'est là que, disons, commence l'inédit par rapport au phénomène extraterrestre. C'est que le phénomène extraterrestre existe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'existence à l'extérieur de notre planète. De toute façon, il y a de l'existence matérielle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres soleils, il y a d'autres formes que les soleils. Il y a donc de l'existence matérielle au-delà de la planète Terre. Il y a le phénomène matériel extraterrestre. Si le phénomène planétaire matériel a su engendrer différentes formes de vie, évidemment, on peut penser que le phénomène extraterrestre matériel a su lui aussi engendrer sa forme de vie. Maintenant, le problème de l'humain, c'est qu'il connaît les autres familles à partir de sa famille. C'est qu'il connaît les autres villes en comparant ces autres villes à sa ville. C'est qu'il connaît les autres provinces en les comparant à sa province. C'est qu'il connaît les autres pays en les comparant à son pays. Alors il devra connaître les autres mondes en les comparant à son monde. Et c'est une lacune fondamentale du phénomène de l'homme ancien, c'est-à-dire de l'assujettissement à la connaissance, donc au monde des mémoires, qui empêche l'homme ancien de vivre l'instantanéité de façon à connaître une autre ville à partir de cette ville et non pas par comparaison à la sienne. Lorsque l'être humain envisage le phénomène extraterrestre, il ne peut faire autrement que de l'envisager à partir d'un parallélisme avec lui-même. Donc, s'il y a un phénomène extraterrestre, c'est que ces êtres doivent habiter des planètes comme l'humain habite des planètes. C'est que ces êtres doivent vivre dans des villes comme l'humain vit dans des villes. C'est que ces êtres doivent avoir une religion, une science comme l'homme en a une. C'est que ces êtres doivent aimer ou haïr. Y a-t-il des guerres entre les extraterrestres? Parce qu'il y en a entre les humains. Quel genre de corps ont les extraterrestres? Parce que l'humain a un corps. Quels sont les animaux qui vivent sur les planètes extraterrestres? Parce que sur la planète Terre, il y a des animaux. Ce qui fait que si le phénomène extraterrestre n'a absolument rien à voir avec le phénomène humain, l'homme verra continuellement cette connaissance, cette science extraterrestre lui échapper. Il faut comprendre une chose, c'est que l'évolution de notre planète est une évolution privilégiée et particulière. Cela veut dire que ce qui se passe sur le plan planétaire ne se passe pas ailleurs dans la galaxie et ne se passe pas ailleurs dans la création. Qu'est-ce qui peut me permettre de dire cela? Ça n'a aucune importance. Une chose est certaine, c'est que si l'humain continue toujours à envisager les mondes extérieurs à partir de son monde à lui, il risque de passer complètement à côté de la traque. Alors, lorsqu'on envoie un vaisseau spatial non habité, avec gravé sur une plaque d'or un homme, une femme, le système solaire et la situation de la planète Terre, de façon à ce que, et c'est la NASA qui a envoyé ce vaisseau, de façon à ce qu'à un moment donné, si un extraterrestre ou un phénomène extraterrestre intercepte ce vaisseau, il puisse savoir de quelle planète il a été envoyé. Mais on n'a pas eu de réponse. Alors, le phénomène extraterrestre, on doit l'envisager d'une façon tout à fait nouvelle, et non pas comme on l'a toujours envisagé. Cela demande de la part de ceux qui écoutent, évidemment, non pas d'oublier ce qu'ils ont appris, mais de faire abstinence à leur mémoire le temps de cette soirée, de façon à ne pas continuellement mélanger ce qu'ils ont appris, ce qu'ils veulent se voir confirmer, ce qu'ils veulent apprendre avec ce que je vais dire. La semaine dernière, une personne a été frustrée parce que j'ai dit que la majorité des phénomènes extraterrestres étaient des phénomènes d'involution. La personne a été frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle est en contact, et évidemment, si elle est en contact, intelligente comme elle est, les extraterrestres qui sont en contact avec elle ne peuvent faire autrement qu'être bons, sinon elle l'aurait su. Mais l'illusion, on le sait, habite la conscience de l'homme. Il y a bien des choses que l'humain pense correctes, et qui, après quelques années, apparaît comme étant incorrectes. J'ai dit souvent que l'humanité était constitué d'hommes de bonne volonté. L'humain veut faire le bien,
mais il le fait mal, ce qui engendre des problèmes de notre planète. Alors, lorsque nous parlons de contact extraterrestre, et parce que notre conception extraterrestre fait qu'automatiquement ils sont bons, qu'automatiquement ils vont venir sauver l'humanité, qu'automatiquement ils vont empêcher l'apocalypse, qu'automatiquement ceci ou cela, quel que soit le phénomène qui va entrer en contact avec nous, on va se mettre à genoux devant et puis on va dire c'est bon, c'est fait. Il y en a qui au nom de Dieu font des guerres, il y en a qui au nom de Dieu tuent leurs femmes, leurs enfants ou leurs maris, il y en a qui au nom de Dieu rentrent dans des magasins et abattent la majorité des gens qu'il y a dedans, et il y en a qui au nom de Dieu font la paix, sauvent les gens. Et c'est toujours au nom de Dieu. Lorsque l'on pense que le premier contact venu, c'est quelque chose de bon, et si la chose est mauvaise et qu'on a une foi aveugle, on ne s'en sort pas. Alors, il faut comprendre ceci. Nous savons maintenant, depuis déjà quelques années, que la matière est constituée d'atomes, les atomes étant constitués d'électrons, de neutrons et de protons en gros. Nous savons maintenant que les neutrons, les électrons et les protons sont constitués d'une forme énergétique particulière, donc ils sont divisibles. Et nous savons aussi que, une fois divisés, ils émettent une forme d'énergie. Si on fait fissurer un noyau d'atomes, on émet de l'énergie qui est de l'énergie radioactive, de l'énergie lumineuse, de l'énergie calorifique, et évidemment une énergie de choc et une énergie sonore. Nous savons donc que la matière est constituée et d'énergie radioactive, c'est-à-dire de rayonnement, de lumière, de son, de puissance, l'onde de choc, et de chaleur. Cela veut dire que si nous prenons de l'uranium, nous le plaçons dans une bombe thermonucléaire et que nous la faisons exploser, la matière uranium va être transformée en chaleur, en son, en lumière, en radioactivité, etc. Et il ne restera plus rien de cette bombe. La matière est constituée physiquement, scientifiquement de ces choses. Mais il se trouve aussi que partout dans l'univers, nous retrouvons et de la radiation, donc du rayonnement, et de la lumière, et du son, et de la chaleur, de ce genre de choses. Et on sait aussi scientifiquement aujourd'hui que la lumière est un rayonnement qui transporte des photons. Et on ne connaît pas encore la nature du photon, on verra plus tard que la nature du photon est similaire à ce qui constitue le neutron, le proton, l'électron, d'une nature quelque peu différente. On sait maintenant que la chaleur fonctionne par rayonnement, la chaleur doit rayonner, que le son marche sur une longueur d'onde, donc qu'il rayonne lui aussi. Alors on sait que tout ce qui constitue la matière se retrouve partout dans l'univers, même si ces choses n'ont pas été matérialisées. Cela veut simplement dire qu'il y a effectivement de la lumière dans l'espace. Cette lumière, si elle est arrêtée par la planète Terre, devient de la lumière. Si le rayon calorifique est arrêté par la Terre, ça devient de la chaleur, et c'est le Soleil qui va l'émettre. On sait que partout dans l'univers, il y a des quasars, il y a des nuages de poussière cosmique qui vont engendrer des soleils. Ces soleils vont vivre quelques milliards d'années pour finalement soit exploser, soit s'éteindre par autocombustion, redevenir de la poussière solaire, disons stellaire, cosmique, pour lentement réengendrer un soleil, et le cycle n'arrête pas. Alors, le phénomène extraterrestre, il faut le comprendre à partir de cette mécanicité qui, peut-être pour beaucoup de gens, paraît extrêmement grandiose. L'extraterrestre, c'est mauditement plus fun, drôlement plus simple, si c'est un petit bonhomme vert avec des antennes, ou quelqu'un qui a un vaisseau spatial qui vient de parler, sacrableu. L'extraterrestre, c'est rendu que c'est du neutron, c'est du proton, c'est bon. Oui, on peut conceptualiser le phénomène extraterrestre comme on peut conceptualiser Dieu, le dessiner avec une peau noire, par exemple, et dire que Dieu est noir. On peut le dessiner avec une peau blanche chez les Blancs et dire que Dieu est blanc. Mais c'est plus compliqué que ça. Et quand on veut prier une icône, ben évidemment, on met notre énergie dans l'icône, puis on rejoint absolument rien de la réalité. Notre planète Terre est constituée d'un rayonnement de différents ordres, donc d'une vibration de différents niveaux, qui va constituer tout ce que vous connaissez, y compris vous-même. Ça va constituer votre corps vital qui va animer votre corps physique, ce que l'être humain appelle la vie. Ça va constituer votre corps astral qui est comme tel le résumé de votre psychologie, c'est-à-dire des mémoires, des désirs et des émotions. La religion, la théologie va appeler ça l'âme, disons l'ésotérisme va appeler ça le corps astral, et la science va essayer d'appeler ça psychologie de science qui étudie l'âme. Psychose voulant dire âme. Et on a aussi une autre vibration qui est le corps mental, qui porte scientifiquement ou psychologiquement le nom d'intellect, mais qui
peut se développer au-delà de ce phénomène intellectuel, et qui, au niveau de la théologie, porte disons, le nom d'intelligence. Maintenant, on peut comprendre que l'intelligence de l'homme est une intelligence qui est reliée à ses mémoires. Ce n'est pas de l'intelligence pure. J'appelle donc l'intelligence de l'homme de l'intellectuance, parce qu'elle fait référence à ses mémoires. Vous ne pouvez pas penser en hébreu si vous n'avez pas appris l'hébreu. Votre pensée est donc tributaire de ce que vous connaissez. Vous ne pouvez pas penser astronaval parce que vous ne connaissez pas l'astronaval. Votre pensée est donc limitée par ce que vous avez mémorisé. Et il y a à un moment donné ce que la théologie appelle l'Esprit Saint, ce que la science ne connaît pas, ou la science appelle ça l'illumination, ou Eureka, ce que j'appelle l'intelligence instantanée, qui là vous permet de savoir des choses sans que vous ayez eu à les apprendre. Et ça, c'est intelligent. L'être humain est constitué de différentes formes de vibrations et aggloméré dans un contexte spatio-temporel qui est le véhicule spatial qui porte le nom de Terre. Ça constitue tout ce que vous connaissez sur l'échelle de notre planète, et entre autres l'homme. Mais de faire référence à la Terre pour connaître les autres mondes, c'est se tromper, parce que chaque planète et chaque soleil voyagent dans un espace-temps tout à fait différent du nôtre, et même si en apparence nous pouvons constater sa présence, à l'œil nu, on voit les étoiles, on voit de temps en temps certaines de nos planètes, au télescope, évidemment, on peut voir d'autres galaxies, on peut constater leur présence. Cela ne veut pas dire que leur consistance et que leur évolution est similaire à la nôtre. Le phénomène extraterrestre, on va parler d'une théorie, disons, on va conceptualiser qu'est-ce que pourrait être une planète sur laquelle vivraient des extraterrestres. Donc, je vais faire une démarche tout à fait scientifique, et non pas théologique, pour expliquer de quelle façon on devrait, à partir de maintenant, entrevoir, conceptualiser le phénomène extraterrestre. Alors, on a une planète qui n'a pas la même vibration que la nôtre. Notre planète est située dans un espace-temps qui est extrêmement densifié, qui est extrêmement limité par le temps. Alors, tout devient extrêmement dense. Sur une planète d'un autre système dimensionnel, donc une planète qui n'est pas la Terre, donc un phénomène extraterrestre, parce qu'extraterrestre veut simplement dire extérieur à la Terre, hors de notre système solaire, parce qu'il faut comprendre que la vibration des planètes est régie par la vibration du Soleil, donc de chaque système planétaire est régi par son Soleil, ou par ses deux soleils, parce qu'on a des soleils jumeaux qui vont éclairer des systèmes planétaires, et notre Soleil a près de 6 milliards d'années d'existence, et il va encore vivre quelques 5 à 6 milliards d'années. Nous sommes dans une partie de notre galaxie très particulière. Notre galaxie porte le nom de Voie lactée. Et nous avons une consistance vibratoire qui est celle que nous connaissons. Lorsque l'extraterrestre est, disons, concrétisé à l'échelle d'une autre planète, il faut comprendre que leur corps physique n'est pas ce que vous connaissez comme corps physique, c'est-à-dire qu'il n'en a pas la densité. Que si l'extraterrestre veut inventer une science, il ne peut. Premièrement, les extraterrestres n'ont pas de religion. Ils n'ont pas de système religieux pour la simple raison qu'ils n'ont pas eu à perdre, de par leur cheminement vibratoire, ils n'ont pas eu à perdre la conscience de leur création, donc la conscience de leur être-té, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de conceptualiser cette création, donc de créer des créateurs pour essayer de remplacer pendant le temps ou la période d'inconscience le manque de connaissances. L'humain, ayant tout à fait perdu la mémoire de sa provenance, a donc essayé de reconstituer cette provenance, et c'est ce qui a donné naissance à différentes théologies à l'échelle de notre planète. Chaque religion ou chaque théologie est la copie, plus ou moins colorée par l'émotion de l'homme, plus ou moins colorée par la mémoire de l'homme, d'une chose réelle, mais qui échappe à la conscience de l'homme. Et c'est vers cette connaissance, ou c'est vers ce savoir que l'humain se dirige. J'expliquais dans d'autres conférences que lorsqu'un véhicule ou lorsqu'un extraterrestre rentre dans notre, disons, système spatio-temporel, dans notre contexte planétaire, il a la possibilité d'avoir un véhicule de transport drôlement plus raffiné que les nôtres, plus rapide, qui lui permet de faire des virages à 90 degrés sans apparemment subir de choc, qui lui permet d'accélération folle, qui lui permet aussi même de se dématérialiser. Les rencontres du troisième type, donc on sait que la rencontre du premier type, c'est un contact visuel, du deuxième type, c'est le contact, disons, la prise de connaissance de traces laissées par un vaisseau spatial ou par un phénomène extraterrestre. Le troisième type, c'est la rencontre avec contact
entre le phénomène extraterrestre et soi-même. Et le quatrième type, c'est le voyage à travers un vaisseau spatial, donc un enlèvement. Lorsque nous avons, depuis que l'humanité est humanité, chaque contact avec le plan extraterrestre a toujours été un contact très limité, un contact qui ne durait pas longtemps dans le temps et dans l'espace, un contact qui ne permettait pas au phénomène extraterrestre de rester sur le plan terrestre, pour la simple raison, et je l'ai expliqué souvent, c'est que les extraterrestres sont d'une vibration supérieure à celle des terriens. Donc, les extraterrestres proviennent de planètes qui n'ont pas la densité de la nôtre, des planètes qui ne sont pas solides, des planètes qui sont donc plutôt nébuleuses, donc, disons, gazeuses et liquides. Et évidemment, pour l'humain ne peut pas envisager la possibilité de vivre sur une planète liquide. Mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas des corps comme les nôtres, ils n'ont pas des corps pesants et denses. Lorsque l'extraterrestre partant d'une vibration supérieure à celle de la nôtre invente une science, il ne crée pas à partir d'une matière massive, solide et, disons, bête. Il ne doit pas prendre de la matière et l'intelligencer, c'est-à-dire la transformer pour lentement, en la raffinant, créer une navette spatiale. Lorsque l'être humain crée une navette spatiale, il doit commencer par fouiller sous terre dans des mines, ramasser un minerai sale, impur, le purifier et lentement tout transformer jusqu'à ce qu'il arrive à cette conception d'une navette spatiale avec plusieurs ordinateurs, avec une panoplie de choses. Tandis que l'extraterrestre partant d'une planète et d'une vibration beaucoup plus haute que celle de la Terre, lui ne doit pas partir d'en bas pour grimper sa science, mais il ne doit que partir d'en haut pour descendre sa science. Ce qui est beaucoup plus facile pour l'extraterrestre, c'est de partir d'en haut, descendre une science, inventer quelque chose qui peut lui permettre d'apparaître dans des continuums spatio-temporels comme la Terre, et évidemment, il a une science mauditement plus avancée que la nôtre. Le problème, c'est que tout ce qui est extérieur au plan planétaire, dans l'intelligence, c'est-à-dire que si nous voulons parler d'être intelligent ou d'être intellectuant, comme nous parlons d'ovnis ou d'êtres extraterrestres, qui viennent nous visiter. Si nous voulons parler d'être intelligent, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans notre galaxie, présentement, tous les systèmes sont en voie d'éloignement, donc notre création est en expansion, et plus elle va s'expandre, plus elle va s'étendre dans l'espace et dans le temps, plus elle va limiter sa rapidité vibratoire, donc plus elle va perdre de la qualité de temps et de la qualité d'espace, cela veut dire qu'elle va se densifier. La Terre est présentement le centre de notre univers. Il faut bien comprendre que le centre de l'univers n'a pas de coordonnées dans l'espace. Il n'est pas localisable. Il est à côté de votre oreille, à tous. C'est-à-dire qu'il est partout, pour la simple raison qu'il n'a pas de coordonnées. C'est un phénomène encore difficile à comprendre pour l'humain parce que sur le plan terrestre, chaque chose est coordonnable, donc on peut les localiser par des coordonnées. On connaît les méridiens et les parallèles. Dans la création, il n'y en a pas. C'est un système de référence relatif, donc on peut localiser une étoile à partir d'une autre étoile. Mais on ne peut pas localiser les deux étoiles à partir d'elles-mêmes, de rien. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la densité de notre planète Terre, notre système solaire, est dans une région les plus éloignées de cette création en expansion, et nous sommes dans ce qu'il y a de plus dense. C'est pourquoi la théologie parle de la chute de l'homme. Fini, capote l'homme, devenu bête, dans l'enfer. Il a été simplement densifié, pour des raisons qu'on a déjà vues, mais on va revenir au phénomène extraterrestre. Lorsque un véhicule ou lorsqu'un phénomène extraterrestre s'approche du plan terrestre, il voit sa vibration rabaisser. Alors, lorsqu'il voit sa vibration rabaisser, cela lui permet de densifier les véhicules qu'il a créés, et il apparaît. L'extraterrestre ou le véhicule extraterrestre ou le phénomène extraterrestre ne peut pas rester longtemps dans l'atmosphère ou au contact de notre planète, pour la simple raison que la densité de sa propre nature descend au fur et à mesure que le temps s'écoule dans notre continuum terrestre. Cela veut dire que tous les phénomènes extraterrestres sont des phénomènes involutifs par rapport à l'évolution ascendante de l'homme. Cela veut dire que l'homme est présentement d'une vibration inférieure au phénomène extraterrestre, mais l'homme a une phase d'évolution qui est ascendante. Cela veut dire que si l'humanité est inférieure au phénomène extraterrestre, l'humanité évolue d'une façon disons, ascendante, et il gagne d'année en année, de décennie en décennie, de centenaire en centenaire, de millénaire en millénaire en vibration.
Tandis que le phénomène extraterrestre, dans le temps très différent de notre création, disons de millénaire solaire en millénaire solaire, perd en vibration et lui a une involution qui tend à l'amenuiser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, si présentement l'humain est inférieur au phénomène extraterrestre, l'humain monte, tandis que le phénomène extraterrestre descend, et évidemment, à un moment donné, il se passera quelque chose de différent qui est difficilement supportable par la médiocrité de la conscience de l'homme d'aujourd'hui, mais qui devra de toute façon un jour être supporté. L'homme, ce n'est pas de la merde, l'homme, ce n'est pas un être déchu, l'homme, c'est quelque chose d'autre. On l'a instruit qu'il était déchu, de façon à ce qu'il accepte le sort qui lui était réservé, c'est-à-dire le sort qu'il s'était lui-même donné lorsqu'il était conscient, celui de devenir terrestre, c'est-à-dire que l'être humain a déjà été ailleurs que sur notre Terre, parce que la Terre n'a pas toujours existé. Et lorsque l'être humain est arrivé sur le plan terrestre, à l'époque de la Lémurie ésotérique, relatée dans la Bible par la création de l'homme, donc à l'époque de la race adamique, lorsque le phénomène extraterrestre, qui, de mélange et de concert avec une race humaine, animale, a engendré des enfants que nous connaissons avec au niveau de la Bible comme étant Abel et Caïn, des races complètes vont, disons, découler de cette création et cela va engendrer un être humain qui aura de la conscience, qui aura un âme, qui aura de la possibilité d'un contact avec son esprit, mais qui sera confiné dans un monde terrestre parce que limité par un véhicule tout à fait matériel, le corps physique, ce que les extraterrestres n'ont pas. L'avantage que l'homme a eu d'être déchu, c'est-à-dire lorsqu'on a convaincu l'humain qu'il avait été déchu, on sait que c'est Lucifer qui, selon la théologie, a entraîné l'humain vers le bas. Lucifer qui veut dire porteur de lumière, cela veut simplement dire créateur, parce que Lucifer est effectivement le père créateur de l'humanité. Maintenant, Lucifer n'a pas été, disons, on parle dans la religion, dans la théologie catholique ou chrétienne, que Lucifer a désobéi à Dieu. On ne désobéit pas à une chose qui, à ce Dieu, disons, qui essaie de définir le potentiel de puissance complet de notre création. Lorsque Lucifer a fait ses conneries, c'est qu'il était manipulé par ses dieux ou qu'il simplement accomplissait ce qui devait être accompli. Lucifer a archétypé la conscience de notre planète pour induire les phénomènes religieux. On a eu par la suite d'autres phénomènes extraterrestres bien connus, les phénomènes géoviques, les phénomènes yaviques, les phénomènes melchisédiens, toute une panoplie de personnages qui, à un moment donné, ont induit d'une conscience à l'échelle de certains humains, de façon à permettre à l'humain de supporter sa présence sur le plan terrestre. Si l'être humain ne sait pas pourquoi il vit, il peut au moins s'en remettre à ses dieux. Ceux-là vont le protéger. De ces dieux, un dieu est apparu, un dieu, disons qu'on a encore quelques dieux, mais un dieu dans la conscience des individus, alors qu'il y a eu une époque où un individu pouvait considérer 15 ou 20 ou 30 ou même 2000 dieux comme les Gaulois. Lorsque l'humain évolue, l'humain accumule de l'énergie, il grandit sa conscience, il grimpe en conscience, et lorsque l'humain arrive à un point tel de son évolution qu'il peut s'entre-déchirer, lorsque l'humain arrive à un point apocalyptique de son évolution, il dépend maintenant des énergies qui ont constitué l'homme et des énergies constituant l'homme, de faire en sorte que la fin de ce cycle soit un apocalypse ou un apothéose. L'humain attend depuis longtemps que les extraterrestres viennent l'aider. Et il faut considérer que les extraterrestres attendent depuis longtemps que l'humain puisse l'aider. L'humain est médiocre, l'humain n'a pas de science extraordinaire. J'expliquais dernièrement que parce qu'à un moment donné, on a le LEM qui atterrit sur la Lune, et si on a un lunien qui rencontre le terrien, alors il va dire « Merde, mais cet humain, cet astronaute doit être mauditement évolué pour arriver jusqu'ici avec un vaisseau spatial. » Non, cet astronaute-là, quand il perd un chat, il pleure. Quand il neige dehors, il sac puis il bûche d'un mur. Quand sa télévision marche pas, ben il s'ennuie comme tout le monde. Ah oui, mais il y a qu'un vaisseau spatial, il est sur la planète. Oui, oui. La collectivité de la planète Terre est évoluée, mais les individus ne le sont pas plus qu'il faut. Alors, quand on rencontre un extraterrestre, ah mais il doit être. Non. Je répète ce que j'ai dit, c'est que pour comparer l'évolution d'un extraterrestre à un terrien, on doit prendre les deux bonhommes, les mettre tout nus, les mettre dans un problème pareil, par exemple, les mettre la nuit en dessous du pont Champlain, puis les laisser là. Et on va observer de quelle façon les deux vont s'en sortir, et là, on aura une idée du degré d'évolution des deux.
On ne peut pas considérer l'évolution d'un être à partir de sa technologie. Ah, évidemment, il va être tough, il va être bon en maudit. Et une fois qu'il a bousillé tout le monde après 1 an, je le mets tout nu, puis là, je le fous en Iran. Et je regarde. On n'aura pas le même gars pantoute. Imaginez-vous Rambo à poil sans jamais de mitraillette. Mais là, on va avoir une idée de l'évolution du bonhomme. Tandis que l'évolution du bonhomme, c'est une évolution collective militaire qui fait que le bonhomme, il est tough tant qu'il est organisé par la matière. Mais son évolution à lui, qu'est-ce que c'est? Sa vitesse, sa rapidité à ouvrir le feu? Non. Est-ce qu'il s'ennuie et souffre-t-il de l'ennui? A-t-il peur de l'inconnu? A-t-il peur du vide et en souffre-t-il? Souffre-t-il lorsqu'il perd des êtres qu'il apparemment aimait? Pourquoi veut-il se venger? On appelle ça de l'évolution. L'évolution de l'homme ou l'évolution d'un être extraterrestre ne peut pas être comparée à sa technologie. Surtout que la construction technologique d'un phénomène extraterrestre est drôlement plus facile que celle de la Terre, où nous devons partir de minéraux, de minerais, de cochonneries pour arriver à, disons, spiritualiser la matière, comme disait l'alchimie, c'est-à-dire pour intelligencer les choses, de façon à pouvoir vous habiller, à pouvoir vous asseoir, à pouvoir vous véhiculer. Nommez-moi un homme sur la planète qui est capable d'aller en plein désert ou en pleine Afrique, creuser, et après 10 ans, avoir un véhicule automobile ou un avion. Il n'y en a pas. C'est la conscience collective de notre planète qui permet la création de ces choses. Pas l'individu. Le mécanicien ne sait pas comment raffiner du métal. Alors on a donc un pouvoir collectif qui nous fait dire que l'homme est intelligent et on compare notre intelligence aux phénomènes extraterrestres en disant qu'ils le sont eux aussi. Les extraterrestres sont dans un univers qui est en expansion comme l'humain. Il y a de cela quelques 20 milliards d'années, un phénomène énergétique a accepté, parce qu'il en comprenait les conséquences, de devenir une planète extrêmement densifiée, et de cette planète a germé l'évolution de ces énergies pour créer à un moment donné les acides aminés, pour créer à un moment donné certains êtres, pour continuer à créer de la vie, jusqu'à temps qu'on ait un véhicule à un potentiel réceptif d'intelligence, un humain. À un moment donné, une autre vague de ce même phénomène extraterrestre énergétique, parce que Dieu est extraterrestre, est arrivé sur le plan planétaire et a accepté, mais cela s'est fait d'une façon originale, de se mêler génétiquement à l'humain, et cela a créé l'être humain. De l'être humain, nous dirigeons maintenant vers l'être, vers l'homme nouveau, vers l'être nouveau, vers la femme nouvelle, vers l'enfant nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau? C'est un être qui a une conscience extraterrestre. Cela veut dire, non pas un être qui a un contact avec un bonhomme ou une bonne femme extraterrestre. Chaque fois que l'homme nouveau est pogné, ben là, il pitonne son télex, puis là, il demande à l'extraterrestre, qu'est-ce que je dois faire? Je suis constipé depuis 2 jours. Puis l'extraterrestre lui dit, ben, fais ceci, fais cela, prends les pilules du docteur machin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme celui qui dit, je suis en contact avec mon esprit. Pauvre con. Un jour, tu seras ton esprit, mais tu ne seras pas en contact avec ton esprit. Si tu es en contact avec ton esprit, tu es en contact avec quelque chose du monde de la mort ou du monde du domaine de l'extraterrestrialité qui te fait croire des choses. Et tu te fais pogner carrément, tu te fais manipuler. Ça peut être bon pendant un laps de temps, puis à un moment donné, tu t'épouses cette même. Évidemment, ça frustre énormément de gens parce que les gens vivent dans un snobisme de l'évolution. Moi, je suis contacté. La majorité des contacts sont des choses dangereuses et des choses aberrées. Ah, la personne, elle est frustrée bien raide. Bon, alors c'est pas parce qu'elle a un contact avec machin chouette qu'elle est plus évoluée. Tu lui dis que machin chouette est à l'autre toiletière, puis elle est frustrée bien raide. Alors évidemment, il n'y a pas plus d'évolution, ça n'a pas rapport au contact. Les extraterrestres vivent donc une évolution similaire à celle de l'humain, sauf que l'humain a quelques 20 milliards d'années d'avance. Donc, le phénomène extraterrestre est un phénomène qui lentement baisse en vibration et nous voyons notre science, notre technologie avancer, tandis qu'eux voient leur technologie baisser. Exactement comme si un jour le jeune commence à devenir vieux. Il pouvait sauter, il saute un peu moins haut. Il pouvait courir, il court un peu moins vite et un peu moins longtemps. Il pouvait se plier, il se plie un peu moins et il se rend bien compte qu'à un moment donné, il ne pourra plus bouger. Alors, il lui reste une solution, trouver un véhicule ascendant
pour pouvoir se connecter avec, de façon à maintenant s'allier à lui, pour que l'involution ou le vieillissement de cette personne puisse stopper, pour que maintenant le processus inverse commence, et l'humanité, l'homme, est la condition exclusive de salut pour le phénomène intelligent en phase d'involution. Il n'y a que l'homme. Et ce qui est extrêmement intéressant, et qui est peut-être un peu compliqué à absorber pour la majorité lorsque c'est un peu nouveau ces choses, c'est qu'il y a une seule planète Terre qui vit cette condition dans toute la création. Il n'y a pas 8 ou 900 000 planètes Terre qui vivent cette condition d'ascendance. Il y en a une. Les autres vivent des conditions stagnantes ou involutives. Et ce n'est pas parce qu'ils partent de plus haut qu'ils sont meilleurs. Il n'y a pas cosmiquement de meilleurs. Il y a cosmiquement un écosystème, il y a des choses qui descendent, des choses qui montent, et l'homme est descendu pour remonter de façon à devenir le support des phénomènes extraterrestres, disons théologiquement, que l'homme est en train d'évoluer pour devenir le support de Dieu. Nous savons tous que la théologie dit que Dieu a besoin de l'homme, enfin que Dieu aime l'homme, que Dieu est attiré par l'homme, que Dieu doit pardonner à l'homme, que Dieu fait ceci, que Dieu fait cela. Et on sait tous que Dieu ne peut pas intervenir dans le monde de l'homme. Il ne peut pas intervenir parce qu'à chaque fois que Dieu ou qu'une énergie divine descend au niveau de l'homme, elle devient un homme. Et lorsqu'elle devient un homme, elle pense comme un homme, alors elle ne voit plus clair. L'évolution de l'homme lui permet à un moment donné d'avoir une conscience vibratoire suffisamment avancée pour être capable soudainement d'avoir une conscience planétaire, de comprendre un peu plus les mécanismes grandioses de l'évolution écologique de notre planète, de devenir un planétologue. À un moment donné, la conscience grandit encore un peu plus, puis on commence à envisager les distances solaires comme étant, on peut les comprendre. On commence à comprendre un peu plus le phénomène de l'atome. Vous écoutez la télévision, vous savez au moins tous ce qu'est qu'un atome. Vous savez des choses qu'avant la collectivité ne savait pas, même si on l'enseignait. Ça ne rentrait pas dans la conscience de l'homme. L'humanité évolue. Il y a une conscience expansive. Sa conscience est de plus en plus grande. On est de plus en plus pacifique. Pourquoi? Parce qu'on comprend de plus en plus, disons, les conséquences d'une inharmonie écologique. Plus l'humain grandit en conscience, plus il devient un potentiel sécurisant pour les phénomènes intelligents qui, eux, baissent. L'homme est coupé en mémoire de sa provenance. L'homme est toujours en contact avec cette provenance, ce que la théologie appelle l'esprit. Sauf que l'humain, n'ayant pas la faculté d'expérimenter le contact avec l'esprit par le biais de son âme, donc par le biais de sa mémoire, ne peut pas se rappeler qu'il a eu le contact. C'est exactement comme si vous regardez quelque chose, puis au fur et à mesure que vous le regardez, vous oubliez que vous l'avez vu. Alors vous ne le voyez pas. Et si vous vous tournez, vous ne l'avez pas vu. Vous voyez, quand vous êtes dans la lune, vous regardez, vous pensez à d'autres choses, les yeux sont ouverts, vous voyez rien. Pourquoi? Ben oui, vous voyez, les yeux transcrivent au cerveau ce qui est perçu. Sauf que ce n'est pas mémorisé, alors vous ne voyez pas. Le contact avec l'esprit, il est exactement comme ça. On est en contact, on ne le voit pas. Et à un moment donné, ce contact laisse une trace dans la mémoire. On appelle ça le flash, l'illumination, on appelle ça quelque chose comme ça. J'appelle ça, moi, le savoir instantané. Et plus l'humain a une conscience expansive, plus il entre en contact avec ce savoir instantané qui est son esprit. Et l'esprit n'est pas de l'ordre de la Terre, donc l'esprit est un phénomène extraterrestre. On va te poser une question, je suis sûr que tu en as une. Belle affaire. Me planter comme ça. Je t'ai réveillé? Pas du tout. Je trouvais ça très, très intéressant. Ah, remarque, je peux continuer. J'ai quand même quelques questions. La semaine passée, tu parlais de phénomènes justement d'extraterrestres qui venaient sur ce plan-ci. Et puis, ce phénomène se répétait de moins en moins. Il y avait une raison. Bon. Est-ce que tu pourrais en reparler? Dans l'Antiquité, la planète Terre avait une consistance, disons, vibratoire plus grande que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que au cours des quelques milliers d'années qu'on a vues, disons, depuis l'apparition de l'homme, quoique l'homme date de quelques millions d'années, la Terre a continué à se refroidir.
Donc, le contexte vibratoire de la planète Terre a continué à se densifier. Ce qui fait qu'à l'époque, lorsqu'une apparition extraterrestre se faisait, qu'elle pouvait porter le nom théologique d'archange, d'ange ou de Melchisédek et ce genre de choses, lorsque ceux-ci arrivaient, ils avaient la possibilité, étant donné que la Terre n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui, de pouvoir premièrement rester plus longtemps et de pouvoir entrer en contact facilement avec l'humain. La Terre s'en va vers ce Kali Yuga, du Kali Yuga, donc vers l'âge de fer de l'âge de fer, ce qui, disons, dans la langue nostradamienne, porte le terme d'Apocalypse. D'ailleurs, Saint Jean de Patmos aussi en parle. Et on va vers une phase extrêmement dense où, à un moment donné, tout va éclater pour qu'on reparte vers une ascension plus réelle au niveau de la conscience de l'homme, c'est-à-dire donc à partir d'un contact avec l'esprit, le savoir instantané. Mais est-ce que ce contact, justement, avec l'esprit, le fait que on parle aussi de renverser ou d'arrêter le mouvement de régression de la Terre, puis de refaire vibrer la Terre un peu plus. Est-ce que ça veut dire qu'en même temps, ces deux phénomènes-là vont arriver? Bon, premièrement, il faut comprendre que dans le temps humain n'a pas la même, disons, consistance que le temps solaire ou que le temps cosmique. Présentement, notre Soleil vient de passer la moitié, disons, de sa vie d'adulte. Et notre Soleil est maintenant en train, lentement, évidemment, c'est très lentement, ça va encore prendre quelques milliards d'années, il est en train lentement de se réchauffer. La partie solaire se réchauffant va lentement entraîner une augmentation vibratoire au niveau des planètes qui sont autour de lui-même, au niveau de notre planète Terre, par exemple, qui a commencé à se réchauffer. On parle d'un air glaciaire, mais l'air glaciaire apparaît toujours lorsque la planète se réchauffe. Les glaces ne descendent pas parce que les glaces, si ça gèle, les glaces restent où elles sont. On a eu dans l'Antiquité des aires glaciaires. C'était bien évident que lorsque la glace descend, elle absorbe la chaleur de la région où elle va. Mais la Terre, elle est plus chaude. Même si les endroits où les glaciers ont descendu, parce que le glacier, ce n'est pas la création de glace un sur l'autre. Le glacier descend. On connaît toutes les traces de moraines laissées sur le bouclier canadien et même au Québec jusque dans l'État de New York, où on a justement un raclement total des glaciers. Alors, les glaciers, ça gèle un pôle et ça fond, donc ça descend. La planète Terre va lentement recommencer à se réchauffer. Maintenant, vu qu'il y a aussi un début de rotation d'axe de notre planète qui est commencé depuis quelques années, depuis 72, alors évidemment, l'époque glaciaire ne se passera pas, enfin, comme on l'a connu jusqu'à date. Il y a plusieurs choses, donc, qui, justement, présentement, sont en train de donner scientifiquement la preuve que notre Terre s'en va vers une phase nouvelle de réchauffement. Maintenant, le réchauffement, il va être de différents ordres. Le réchauffement ne sera pas nécessairement calorifique. Il va évidemment être calorifique quelque peu, mais il sera surtout au niveau de la vibration. C'est-à-dire que, j'ai déjà parlé que sur l'Atlantide, étant donné le degré vibratoire de certaines choses, le plomb à l'époque vibrait selon un rythme particulier et on avait des mines de plomb. Le plomb portait un nom différent du nom d'aujourd'hui, c'était auricalque, et on pouvait donc extraire l'auricalque qui ressemblait un peu à l'or et qui était extrêmement léger à l'époque, de par sa consonance vibratoire. Aujourd'hui, on n'en trouve plus sur la planète pour la simple raison que les mines d'auricalque sont maintenant, c'est des mines de d'autres choses. C'est un mélange de plomb avec d'autres choses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation matérielle, présentement, est en train de refaire un bond en avant. Il y aura un réchauffement calorifique. On connaît aussi les perturbations atmosphériques que nous vivons. Et plus cela va aller, mais il y aura aussi une accentuation mécanique à un moment donné par certains produits de l'humanité. On appelle ça des guerres, des bombes nucléaires, des choses comme ça. Ça va aider un peu à réchauffer la planète. Mais disons qu'il y a il y a une accélération du réchauffement de la Terre qui va surtout se faire à partir de 1999, où là, disons, c'est un peu plus conscientisable par l'humain. Alors, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'apparitions pour la simple raison que le contexte de densification de la Terre le permettait. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et il y a autre chose que j'ai expliqué, mais je vais revenir dessus pour les gens qui n'étaient pas là. C'est que chaque fois qu'un phénomène extraterrestre rentre dans le contexte de notre planète, s'il y reste un peu trop longtemps, il est suffisamment densifié qu'il finit par être assujetti à l'astral de notre planète, donc au ciel de notre planète. Cela veut dire qu'il devient égoïque, comme l'humain. Cela veut dire qu'il va donc sentir de l'orgueil, il va sentir sa puissance par rapport à l'humain, et c'est ce genre de contacts qui vont missionner les humains ou qui vont enlever des humains, des vaches, des chiens, etc. Bon. Maintenant, pour compenser par rapport à certains mécanismes d'écologie, c'est-à-dire que là, l'équilibre reste s'il y a toujours autant d'un bord que de l'autre, hein? Alors, pour compenser, il y a le même phénomène extraterrestre qui va contacter des humains, mais le contact intelligent, donc un contact qui n'a pas été astralisé par le contexte de notre planète, un contact qui n'est pas orgueilleux, par exemple, un contact qui n'est pas dangereux, est toujours un contact qui va se faire par le biais d'un savoir instantané chez l'homme.
Si tu rencontres un extraterrestre qui dit des choses, ou si tu rencontres quelqu'un qui a rencontré un extraterrestre, ou quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un qui a rencontré un extraterrestre, ben c'est préférable de comprendre que ce pauvre gars-là, il s'est fait avoir. L'extraterrestre peut exister, le vaisseau peut exister, mais je répète que c'est un terrestre extra qui doit rencontrer ces extraterrestres-là pour les mettre à genoux, puis leur expliquer qu'est-ce qu'ils font là, puis qu'est-ce qu'ils devraient pas faire là. Mais on ne doit pas envoyer, évidemment, les extraterrestres qui rencontrent ces types, rencontrent toujours du monde prêt à les recevoir. Hein, ça va de soi, parce que sinon, ça marchera pas. Bon. Alors, le contact extraterrestre, disons d'une façon, le contact spiritique, parce que l'esprit est toujours du domaine extraterrestre, lorsqu'aujourd'hui ça se fait, ça ne se fait plus par l'apparition de véhicules comme on les connaissait. Il y a toujours cette apparition qui est un phénomène involutif, mais ça se fait comme j'expliquais, à un moment donné, il y a un bonhomme, un psychiatre qui a commencé à écrire un livre, puis il a écrit la cosmogonie d'Urantia. Bon, lui, il était en contact avec un esprit, donc avec son esprit, donc un contact extraterrestre. Lui, il ne le savait pas parce qu'il n'avait pas un corps suffisamment puissant, donc un système neuronique suffisamment solide et un ego suffisamment, disons, instruit pour pouvoir supporter ce contact. Alors donc, il a écrit ce livre. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'humains et on a de plus en plus d'enfants qui, justement, sont en contact avec quelque chose de neuf qui leur permet, à l'âge de 4-5 ans, de faire peur aux adultes, de manipuler les autres, d'être un peu plus maîtres chez eux, parce qu'ils sont en contact avec quelque chose d'autre qui est leur esprit, donc un phénomène extraterrestre, mais qui ne passe pas par l'absurdité, disons, ovnique, mais qui passe par l'intelligence d'un contact entre l'esprit de l'homme, c'est-à-dire entre l'homme et son mental, donc entre l'intelligence de l'homme, qui est extraterrestre, l'esprit, et l'intellectuence de l'homme qui, elle, est terrestre. Et c'est donc de cette façon que le contact extraterrestre se fait. Mais on ne doit plus penser que c'est des contingents militaires extraterrestres qui vont venir ou que c'est des contingents corporels qui vont venir aider l'homme. Il y aura des contingents corporels à un moment donné et ceux-là entreront en guerre avec les forces navales, les forces aériennes américaines et d'autres pays pour la simple raison que lorsque ces choses viennent dans un contexte matériel, elles sont soumises et assujetties à la chute de l'homme comme Lucifer et tous les hommes sur la planète l'ont été. Donc, automatiquement, elles deviennent tributaires du monde de la mort, donc du ciel, et automatiquement, elles deviennent tributaires de l'âme de l'homme, et automatiquement, elles deviennent tributaires de l'émotion de l'homme, et automatiquement, elles deviennent comme l'humain l'est. Lorsque tu as de la puissance et que tu deviens un humain, cette puissance se transfère en pouvoir, et lorsque tu as du pouvoir, faut que les autres le sachent. Donc, tu dois l'assimiler. Mais pour eux autres, c'est pas justement une espèce de cheval de Troie de venir ici. Finalement, s'ils involuent pour arrêter d'involuer, il est aussi bien de se sacrer dans la merde jusqu'au cou. Puis de cette façon, au point de vue vibratoire, ils se trouvent à revirer carrément de bord. Bon, ce que tu dis là est un point cosmiquement réel, c'est-à-dire que même les extraterrestres qui se ramassent trop bas puis qui à un moment donné finissent par devenir de la glaise, ceux-là avec, de toute façon, repartent au niveau de l'évolution parce qu'évidemment, il y a rien dans l'univers, même il y aura pas un électron qui va être oublié. Ça va de soi. C'est un phénomène mécanique qui est écologique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je dis que l'humain, à un moment donné, rentre en contact avec un phénomène extraterrestre, mais par le biais de sa tête, ça ne parle pas dans sa tête en lui disant « Hey, Coco, faudrait que tu sortes aujourd'hui, fais de l'exercice. » Ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre autodisciplinaire qui vient du monde astral. Lorsque l'humain entre en contact avec un phénomène extraterrestre, premièrement, il est, lui. Bon, le phénomène... Il est aussi extrêmement compliqué à comprendre. D'ailleurs, aussi compliqué à comprendre que ce que je vais vous dire, sauf que ce que je vais vous dire, vous l'avez expérimenté, donc vous pouvez pas le nier, mais vous pourrez sans doute pas le comprendre. Et j'en ai déjà parlé un peu. Vous avez tous un certain âge aujourd'hui, et il y a eu, v'là 10 ans, ou encore, il y a eu un temps où vous aviez tous 12 ans. Mais à un moment donné, la personne de 12 ans, elle a dû laisser sa place à la personne de 13 ans. Donc, la personne de 12 ans, elle a été tuée pour que quelque chose de 13 ans vienne habiter dedans. Et plus cela se fait, plus à chaque année, et même pour dire à chaque mois, et pour dire à chaque semaine, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque millième de seconde, il y a vous qui êtes démoli pour qu'un nouveau vous reste. Alors aujourd'hui, vous avez votre âge, et vous pouvez dire, oui, c'est moi, j'ai déjà eu 12 ans. Il est où? Celui qui a 12 ans avait une forme d'émotion, une forme de pensée, une gaieté de vie, des désirs particuliers. Enfin bref, vous n'avez plus rien, mais absolument, vous n'avez rien de ces personnages de 12 ans. Et ces enfants de 12 ans ont effectivement été, dans un terme violent pour l'ego, tués par l'humain qui continue à grimper dessus. Et l'humain qui continue à grimper dessus, c'est quoi? C'est simplement que ta conscience grandit, ton corps physique grandit, et cela donne, à un moment donné, la possibilité de percevoir des énergies d'une façon différente.
ça va nourrir ton âme, qui est le phénomène astral relié au monde de la mort de notre planète Terre, parce que c'est l'âme qui empêche l'humain justement de s'échapper du contexte évolutif de notre Terre. L'homme nouveau, à un moment donné, n'aura plus d'âme, c'est-à-dire qu'il aura une âme tout à fait pure, il n'y aura plus d'ego dedans, il n'y aura plus donc d'orgueil d'exprimer, puis évidemment, il n'y aura plus de ce problème du monde de la mort. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'humain évolue en vieillissant ce que vous avez fait, ben à un moment donné, moi, je suis différent. Alors, où est-ce qu'il est, le gars qui était moi? Ben, ben voilà, j'ai une autre forme de conscience chez moi. J'ai de connaissances nouvelles, j'ai un savoir nouveau, j'ai une expérience nouvelle, je suis différent. Le contact avec le phénomène extraterrestre, c'est la même chose. À un moment donné, tu te réveilles pas avec des gros gants pointus dans ton lit. Tu sais, pour chauffer ton vaisseau spatial ou tirer avec ton laser. Et là, j'ai un contact, ça marche pas comme ça. À un moment donné, vous restez tout à fait des humains et soudainement, vous voyez des choses puis vous commencez à les comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez une vue plus globale. Soudainement, tu vas assister à quelque chose et tu n'en souffres plus. Mais tu restes toi. Mais tu es changé. Et tu continues à vivre humain. Puis à un moment donné, tu comprends de plus en plus de choses. Et c'est ce que j'appelle la mutation de l'humanité vers l'homme nouveau. Alors, c'est pas un contact où justement où on te réveille, où on frappe à ta porte ou des choses comme ça. Ça a tout rapport avec le monde astral, donc le monde des morts, le phénomène des fantômes, le phénomène non pas des esprits, mais des entités du monde de la mort, sur lequel on a déjà parlé et sur lequel on va revenir de toute façon la semaine prochaine avec Satan dévoilé. Parce que le phénomène satanique est un phénomène intéressant. Si Lucifer est extraterrestre, Satan est tout à fait terrien. Et ça fait belle lurette que la religion catholique, qui a d'ailleurs été l'une des plus en affinité avec ce savoir de Satan, c'est-à-dire que la religion catholique a été l'une des grandes à lutter contre Satan, beaucoup plus que toutes les autres formes de religion. Et depuis, à un moment donné, il y a eu une époque, paf, où toute la chrétienté a décidé de laisser libre Satan. Alors, ce qui fait qu'on n'en a plus parlé, on l'a plus enseigné, on n'a plus parlé de ses tentations, on ne veut plus exorciser les possédés, les prêtres ont même peur de parler de l'exorcisme ou de la possession, et il y a plusieurs choses. Et puis, à un moment donné, ben effectivement, Satan ne doit plus être limité par la chrétienté, parce que c'était le rôle de la chrétienté, de limiter cette énergie qui vient du monde de la mort, qui est créée par les humains qui ont vécu. La chrétienté, et ça depuis quelques, disons, 100 ans, elle n'a plus ce rôle de retenir Satan. Donc, Satan est libéré, et c'est maintenant chacun des humains qui doit un jour devoir assumer sa maîtrise de ce phénomène. Le Nazaréen, à un moment donné, a rencontré Satan dans le désert. C'était une chose comme il n'a pas rencontré Lucifer. Et chaque être humain, un jour, devra, à un moment donné, traverser cette phase, et ça, on va revenir là-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour l'instant, c'est que l'humain est dans une phase d'évolution ascendante, tout ce qui provient de l'extraterrestrialité est dans une phase d'évolution descendante, et c'est pourquoi ceux qui apparemment sont en haut ont un intérêt si grand envers l'humain, simplement parce que l'humain, c'est le salut. Et évidemment, l'homme a été archétypé, c'est-à-dire que l'homme, fondamentalement, sait très bien que ce qui est en haut, c'est le salut. Ben justement, faudra que ça fasse ça, faudra pas que ça fasse ça. Alors ça va se relier l'un l'autre parce que ce sont les mêmes phénomènes, même si l'humain s'identifie à son corps physique. Quand tu prends de l'eau, c'est de l'eau, c'est pas moi l'eau. Quand tu l'as bu, l'eau, ben 75% de ton corps est constitué d'eau. Alors l'eau que tu as bu, maintenant, est-ce que c'est toi? Ben c'était pas toi. Puis quand tu vas aux toilettes, ben l'eau qui sort, c'est-tu toi qui sors ou c'est plutôt qui sort? Hein? Bon. Alors quand tu manges la pomme, c'est pas toi la pomme, tu t'identifies pas dans la pomme. C'est pas gay comme un chibot. Mais quand tu l'as mangé, tu dis gay comme un chibot. Puis quand tu l'as envoyé aux toilettes, ben tu dis pas gay comme un chibot. C'est pas? Mais c'est le même phénomène. C'est que l'être humain s'identifie à une forme, mais la forme, elle change au fur et à mesure que l'on mange, que l'on se blesse, que tout marche. Mais l'homme garde cette conscience archétypée limitée dans un véhicule parce que présentement, c'est important qu'il le garde de façon à pouvoir accepter son rôle de terrien. Mais évidemment, il devra expandre sa conscience pour, à un moment donné, arriver à ce contact avec les extraterrestres. Et les extraterrestres, c'est un terme tout à fait humain, mais il n'y a pas les extraterrestres, mais il y a le phénomène extraterrestre. On peut appeler ça Dieu, mais il y a tellement de dieux. Il y a des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, qui font partie du monde de la mort. Il y a des dieux, il y a disons, une forme, le mot Dieu peut aussi définir ce qui, à un moment donné, a engendré la création. Mais encore là, on mélange Dieu avec toutes les autres panoplies de Dieu. Enfin, il y a tellement de choses. Alors, j'aime autant parler, donc, pas prendre le terme Dieu, mais parler de quelque chose d'autre, l'esprit. Sur le plan cosmique, finalement, l'homme a déjà été un extraterrestre. C'est un ex-extraterrestre qui a subi son évolution
jusqu'à une densification maximum, puis que là, il repart, il se réactive. Oui, et il faut comprendre que l'humain n'est pas un terrien, c'est-à-dire que l'humain est un terrien par rapport au reste de notre univers. Mais comme l'humain, à un moment donné, va faire partie de cet univers, il ne pourra plus être un terrien. Moi, je suis un Canadien parce que je ne suis pas américain. Mais à un moment donné, quand tu es citoyen de la planète, que les autres mecs mettent des frontières ou non, ben, tu peux pas dire je suis Canadien, je suis terrien. C'est déjà mieux. Ça, c'est la conscience, disons, planétaire de l'homme. Je suis au moins terrien. Puis à un moment donné, ben, je me fous. Ça sert à rien que je me limite dans un nom. Je suis moi. C'est ce qu'on appelle avoir une conscience planétaire. La conscience planétaire, c'est le terrien. Puis à un moment donné, quand tu as une conscience cosmique, ben, tu es. Tu ne peux plus réellement... Oh, évidemment, certaines personnes peuvent intellectuellement apprendre à dire moi, je suis terrien » ou « je suis ». Mais dans le phénomène le phénomène de devenir homme nouveau, on devient aussi cosmique. C'est comique, mais c'est comme ça. Effectivement. On devient cosmique. Premièrement, on fait plus de phases. Deuxièmement, on a une conscience plus étendue. Troisièmement, on ne peut plus souffrir comme l'humain souffre pour la simple raison que l'humain souffre parce qu'il ne voit pas les choses. Parce qu'on n'a pas le choix. J'ai expliqué à un moment donné l'idée, le petit oiseau qui tombe en bas du nid, là, puis la vache qui passait, là, puis qui chiait dessus, là, puis le loup qui venait, qui le bouffait. J'ai expliqué. Bon, alors je vais réexpliquer encore pour faire comprendre cette idée de la limitation de la conscience de l'homme. Alors, c'était un petit oiseau qui est tombé en bas de son nid l'hiver, il tombe dans la neige, et puis là, il se met à geler lentement, puis là, il y a une grosse vache qui passe par là, puis là, elle lève la queue, puis plouf, sur l'oiseau. Et puis là, le petit oisillon, ben là, il est dans la merde jusqu'au cou. Et puis là, il se brasse là-dedans, puis à un moment donné, il y a un loup qui approche, qui sort l'oiseau, qui secoue toute la merde qu'il y a après, puis qui le bouffe. Alors, la morale, simplement, c'est que ceux qui te mettent dans la merde le font pas toujours pour ton mal, parce que la merde était chaude, ça a sauvé l'oiseau, et ceux qui t'en sortent le font pas toujours pour ton bien. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça c'est un fait, c'est que l'oisillon dans la merde, voyant juste ce qui se passe, ben il souffre. Mais ici, il aurait une vue cosmique de ce qui se passe. Il serait bien là en maudit. Il espérerait même que le loup, avec l'odeur de la merde, toucherait pas l'oiseau. Mais comme l'être humain est toujours et voit que son petit monde très limité à lui, alors il va dire merde, c'est une crevaison, maudit. Oui, si t'as une conscience cosmique, t'as une crevaison, une maudite chance, parce que là-bas, il y a un accident, ça vient juste de sauter, là, il y a je sais pas moi, un vol de banque, il y a des balles qui partent par là, puis si t'aurais pas eu ta crevaison, t'aurais passé là. Mais là, vu que tu vois rien, tu vois que ça, tu chiales, tu cries, tu y vas comme tu veux. Quasiment tous les problèmes de l'homme n'existent pas. C'est l'homme qui voit une chose dans une conscience très limitée, puis là, qui gueule. Mais s'il verrait réellement, disons planétairement, ou du moins d'une façon localisée plus grande, ce qui est tout l'ensemble dans lequel s'inclut son événement, ou peut-être qu'il se fait laisser très souvent de ceci et de cela. Mais l'humain gueule toujours. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des phénomènes qui pourraient nous arriver de rencontrer un extraterrestre? Bon, ben premièrement, si on rencontre un extraterrestre, je l'ai déjà expliqué aussi, on attend qu'il vienne vers nous. Et puis après ça, on attend qu'il lève la main pour nous la serrer, parce qu'on ne lui présente pas la nôtre avant. C'est à lui de le faire, parce que lui, il est plus... on est meilleur que lui, donc c'est lui de le faire. Et puis, parce que l'humain, il se met à genoux tout de suite. Et puis, on doit attendre. S'il se met à genoux, on le relève, mais on n'attend pas qu'on se met pas à genoux devant. Si l'extraterrestre veut nous missionner, on lui dit bye-bye, on ne signe pas de contrat avec, puis on l'envoie voir un autre. Un journaliste, entre autres. Les journalistes sont friands des missions extraterrestres. Et puis, non. Tu n'as vraiment pas rien à foutre avec un contact, disons, de troisième ou quatrième type extraterrestre. C'est très plaisant pour l'ego. L'humain se choisit entre 4 milliards 800 millions d'humains. C'est un fait. On choisit toujours des cons. L'humain choisit à travers le 4 milliards 800 millions d'humains. Bon. Alors, il est tout fier d'avoir été choisi. C'est pas sa sœur, c'est pas son frère, c'est pas son boss, c'est pas son voisin, c'est pas son prof, c'est lui. Je sais pas, moi, comment que le rat de laboratoire se sent quand on le prend et qu'on dit « c'est toi ». Cette confusion-là vient justement qu'on donne tellement d'importance à toute la technologie que on se fait on ne donne aveugler. pas d'importance à la technologie. Ce problème vient du fait qu'on donne tellement d'importance à la médiocrité de l'homme qu'en fin de compte, tout ce qui arrive à l'extérieur de l'humain, ben c'est tout mauditement mieux que nous autres. C'est ça quel problème? T'sais, quand les premières fois les météorites traversaient, tout le monde faisait des vœux, tout le monde se mettait à prier. C'était de la roche qui tombait et qui allait écraser du monde ailleurs. Bon, tout le monde priait. Ah oui, c'est pas humain.
Alors, c'est meilleur. On est tellement attaché à la médiocrité de la race humaine que tout ce qui apparaît, ben, c'est meilleur que nous autres. T'sais, on regarde simplement une petite plante qui pousse, là, puis qui grimpe, puis qui... Hey, c'est génial. Mais sacre bleu, prendre du minerai puis en faire une navette spatiale, c'est aussi génial. C'est pas parce qu'on comprend pas ce mécanisme-là que l'autre ne l'est pas génial. Je suis sûr que les extraterrestres ont du bon à nous apporter. Pourquoi tant les abaisser? Bon, lorsque j'ai dit que la planche de salut de l'humain était le phénomène extraterrestre, ça ne voulait pas dire que les extraterrestres n'avaient rien à nous apporter. Ça voulait plutôt dire que la planche de salut de l'humanité était le phénomène extraterrestre. Le problème, c'est que lorsque certains égaux, lorsque certains humains ont, comme j'expliquais dans le début de la conférence, ont connu le phénomène extraterrestre comme étant quelque chose de neuf, qui devait remplacer chez eux toute la tradition ancienne qu'ils avaient refusée. Parce que vous savez, lorsqu'on évolue, à un moment donné, il y a des choses qui nous puent au nez. Puis quand on a pas mal de choses qui nous puent au nez, on ne croit plus à ceci, plus à cela, on veut plus embarquer là-dedans, ben on attend quelque chose de neuf. Puis tout d'un coup, on tombe sur un livre, puis on parle d'extraterrestres, ben voilà, c'est ça la chose neuve. Puis là, on est prêt à accepter n'importe quoi. Lorsque, après avoir accepté ce n'importe quoi, on entend un conférencier qui dit que le phénomène extraterrestre a besoin de l'homme, eh bien, on arrête là d'écouter, puis là, on mijote. Pendant que le conférencier continue, et l'homme a besoin de l'extraterrestre, mais ça, on n'entend pas. Lorsque je dis l'homme n'est pas de la merde, automatiquement, l'extraterrestre est de la merde. L'extraterrestre est plus évolué que l'homme et il descend, ça, on n'entend pas. Il y a des humains qui sont hautement avancés, d'autres qui ne le sont pas. Non, les extraterrestres, il a dit que c'est tout des mauvais. Je suis sûr que les extraterrestres ont du bon à nous apporter, oui. Comme les Américains ont du bon à nous apporter. Comme les Soviétiques ont du bon à nous apporter. Mais il faut tomber sur un bon Américain et sur un bon Soviète. Parce que sinon, on va se rendre compte qu'ils ont aussi d'autres choses à nous apporter. Bien, c'était une question aussi dans le même sens. J'ai l'impression que vous voulez dire que les extraterrestres ne valent pas mieux que de la merde. Bon, ça dépend évidemment du marché de la merde. On va savoir s'ils valent plus que la merde. Encore une fois, on reste assujetti à ces concepts. Vous savez, lorsque j'ai rencontré pour la première fois une personne qui adorait un certain Dieu que vous n'adorez pas vous autres parce que vous n'en avez pas la tête, lorsque j'ai rencontré ces personnes et que je leur ai demandé « Votre Dieu, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à l'homme? » Alors, c'était la colère noire dans l'endroit où j'ai été. J'étais jeune à l'époque, je ne voulais pas les mettre en colère. Et lorsque je leur ai dit l'image ici de votre Dieu, j'ai pas pu en dire plus. Ils m'ont sauté dessus me disant que ce n'était pas l'image de leur Dieu, mais que c'était leur Dieu. Alors, je leur ai dit, c'est drôle, moi, je peux marcher, je peux parler, donc je suis supérieur à votre Dieu parce que lui, il peut pas bouger. Et on a dialogué longtemps comme ça. Il n'y avait rien à faire, il ne pouvait pas comprendre. Et on a fini par dire que Dieu était partout. Alors je disais, Dieu est donc dans l'homme. Non! L'homme est le serviteur de Dieu, mais Dieu n'est pas dans l'homme. Donc Dieu n'est pas partout. Oui! Dieu est partout! Ben, il est dans l'homme. Non! Ben, je me suis en allé. Quand on reste pris avec les maudits concepts qu'on a, soit amenés par notre éducation, amenés par la conscience collective, amenés par l'information des livres, de la télévision, d'un peu partout, on ne veut pas accepter rien de neuf qui ne cadre pas avec le vieux qu'on a dans notre caboche. Et ça complique énormément les choses. On ne veut pas accepter le neuf parce qu'on veut que le neuf soit en accord avec le vieux. Alors, si on s'est trompé dans l'Antiquité, ben, il faudra que toute la réalité s'adapte à ce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'est pas capable de supporter qu'on s'est trompé. C'est facile de dire, il ne faut pas être bien brillant pour dire qu'un jour, le Christ, l'intelligence supramentale ou n'importe quoi va revenir, puis comme l'humain ne s'y en attendra pas. C'est pas bien compliqué. L'humain, il se fait une idée d'une chose, puis après ça, il s'imagine que la chose elle va se transformer pour l'humain. C'est quoi la paix? Personne ne le sait. Tout le monde la recherche. Imaginez-vous. Tout le monde cherche de quoi qu'il ne connaît pas. C'est quoi Dieu? Tout le monde a son idée. Alors, tout le monde est sûr qu'ils vont le rencontrer. C'est quoi un phénomène extraterrestre? Ben, ceux qui connaissent ça, les jeunes surtout, ceux qui sont dynamisés par quelque chose de neuf et qui étudient ça depuis un bout de temps, amenez-leur rien de neuf.
Vous savez que la majorité des personnes qui sont jeunes et qui croient plus facilement au phénomène extraterrestre sont aussi pognés que les personnes les plus âgées que sa planète? Oh, il y avait une conscience à s'ouvrir de quoi de neuf. Ils se sont ouverts 2 secondes, ils ont ramassé ce qu'il y avait à l'époque, puis maintenant ils tiennent dur comme fer. Puis si on leur ramène de quoi d'autre neuf, non. Plus vieux que les vieux. De rien savoir. Mais à un moment donné, il faut rester jeune, c'est-à-dire qu'il faut rester avec une conscience qui s'ouvre. Les extraterrestres, veux-tu dire par là que c'est tout mauvais? Mais tout d'un coup, c'est tout mauvais. On ne faudra pas le dire. Parce que vous ne pouvez pas le prendre. Fait qu'on va dire, ben non, ils sont tous bons. Puis si un jour ils vous tapent dessus puis qu'ils vous mettent comme esclaves, ben on dira qu'ils sont encore bons. Les Allemands étaient très bons, les Allemands. Ils voulaient la paix, les Allemands. Puis quand ils amenaient les Juifs dans les camps de concentration, ben ils les amenaient dans les beaux champs, tout fleuris. Tu sais, on a passé 30 ans à dire qu'ils étaient pacifiques. On ne peut pas commencer à dire qu'ils faisaient la guerre. Même si c'était là avec leurs armes, le Gestapo, leur Wehrmacht, toute la gang. Puis quand on les exterminait, les Juifs, ben là, ils comprenaient pas encore. Il y en a qui sont en allés béatement, ils comprenaient pas. C'était bloqué, c'était fait. Alors on a un paquet de jeunes qui, à un moment donné, ont dit, voyons là, tout ce que les vieux nous amènent de la vraie chenoute, l'extraterrestre, ça c'est brillant. Alors, on leur amène de quoi de neuf maintenant, ils sont aussi pognés que les autres. Vous savez, être pogné sur de quoi de vieux ou être pogné sur de quoi de neuf, c'est tant qu'on est pogné, on est pogné pareil. Si je dis que les extraterrestres sont un phénomène qui peut être dangereux, c'est simplement pour ouvrir la conscience de ceux qui s'illusionnent que les extraterrestres, c'est automatiquement bon. Ça ne peut pas être dangereux. Ceux qui ont une foi aveugle, que ce soit dans un crapaud, dans un dieu, dans un extraterrestre, si leur foi les amène vers un mauvais choix, puis qui ont une foi aveugle, ben ils vont toujours rester dedans. Alors, à l'instant où qu'on amène de quoi de neuf, faites attention. Oh! Correct, faites pas attention. Restez dans votre sécurité, refusez le neuf après en avoir accepté une petite part, puis refusez le reste. Celui qui cherche du feu qu'une chandelle, ben ici serait, c'est quoi le feu? Ce serait mieux. Les extraterrestres vont amener à l'humanité ce que l'humanité va amener au plan extraterrestre. Dans l'échange et dans le contact, disons, mutatif entre les deux phénomènes, il y a des humains qui n'auront pas la possibilité, parce qu'ils n'ont pas un corps physique suffisamment solide, pour recevoir ce contact. Eux lutteront contre le phénomène extraterrestre, donc se battront. Du point de vue extraterrestre, est-ce que les humains sont tous bons? Non. Il y en a un paquet qui vont pouvoir être le salut. Il y en a un paquet qui vont lutter contre. Du point de vue de l'homme, il y aura un phénomène extraterrestre, donc de l'esprit, qui entrera en contact avec l'humain, ce que toutes les religions promettent depuis qu'elles sont là, et permettront à l'humain de devenir ce qu'il doit être. Mais est-ce que tout le phénomène extraterrestre est correct? On a Satan, qui est un phénomène terrestre créé par des mécanismes extraterrestres. On connaît Lucifer. On connaît un paquet d'autres phénomènes prouvant qu'effectivement, il y a des aberrations au niveau extraterrestre. Et ce ne sera pas tous les contactés ou tous les contacts extraterrestres qui seront salutaires pour l'homme. Et comment faire pour les reconnaître? Premièrement, tous ceux qui missionnent l'homme n'ont rien à voir avec l'intelligence extraterrestre. C'est chiant, c'est plate, c'est dommage, parce qu'on est tout fiers, tout barbouillé d'enthousiasme quand on est missionné. Ça marche pas comme ça. Les plus hautes instances de l'intelligence ne vont pas rencontrer les plus basses instances de la planète pour leur dire comment gérer la planète. Quand Reagan, quand Mulroney, pays Mulroney depuis qu'il est là, quand les gouverneurs de nos États seront contactés, on se posera d'autres questions. Tant que ça reste tous ceux qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas de pouvoir sur la planète, posez-vous des questions. C'est sûr que c'est beau, c'est sûr que c'est plaisant, ça amène du neuf. On amène le heavy metal à un moment donné, c'est neuf. Tout à fait diabolique, mais c'est neuf et que c'est le fun. À un moment donné, on amène d'autres choses. On ne veut pas savoir si c'est bon ou mauvais, c'est neuf. C'est automatiquement bon. Les extraterrestres, c'est neuf. C'est pas automatiquement bon. Il y a des choses extrêmement bonnes, rentrez-vous-le dans la tête. Je ne dis pas que le phénomène extraterrestre est mauvais. Je dis simplement que l'être humain doit rester son seul maître, que ce soit devant un Allemand, que ce soit devant un Américain ou un Soviète, ou que ce soit devant un phénomène extraterrestre, vous devez rester vos seuls maîtres. Parce que sinon, vous faites partie de ceux qui vont se ramasser comme esclaves par les autres. Que ce soit Dieu qui vienne vous rencontrer, si vous rampez devant lui, il va vous passer dessus. Et si vous êtes debout devant, il ne pas travailler avec. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Je crois que tu as dit que tu ne pouvais pas te tromper dans ce que tu dis et que ta conscience instantanée ne peut pas tout te dire pour notre étape d'évolution. Tu te dédies. Bon, premièrement, je n'ai jamais dit ça. Fait que me dédire, c'est une chose. Ma conscience instantanée, ce n'est pas ma conscience instantanée, c'est un phénomène de conscience instantanée. Ça fonctionne par le biais d'un ajusteur de pensée dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas. Et à un moment donné, on absorbe l'ajusteur de pensée, on entre en contact avec son esprit, ce qui fait que ce n'est pas l'homme qui parle, mais l'esprit qui parle. L'esprit qui parle, évidemment, lorsque ça se dit, ça fait chier tous ceux qui se croient médiocres et qui pensent que ça ne devrait pas être. Parce qu'on sait très bien qu'un jour, l'homme devrait être puissant. Mais pas avant moi, tu sais, c'est comme ça que tout le monde pense. Tu sais, tout le monde devrait être puissant, donc le voisin devrait l'être. Oui, mais pas avant moi, parce que s'il l'est, il se prendrait un autre. Quand vous allez commencer à devenir puissant, ben là, vous allez être capable de dire, ben oui, il faut que l'humanité devienne puissante. Mais tant que vous n'êtes pas capable, et il y en a d'autres qui le sont, ben là, on s'organise pour les écraser. C'est le même que l'humanité a toujours fonctionné. Le nivellement par la tête. Bon. Alors, la conscience instantanée, c'est de l'intelligence instantanée. Ça fait quoi? Ben, c'est intelligent, donc ce n'est pas émotif. Parce que l'émotivité n'est pas intelligente. Les deux peuvent aller ensemble, mais l'émotivité n'est pas intelligente, l'intelligence n'est pas émotive. Cela veut simplement dire que moi, j'ajuste ce que je dis par rapport à ceux avec qui je parle. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le dire. Ça veut simplement dire que ça ne doit pas être dit parce que ça serait inécologique. Ça n'a rien à voir à savoir si vous êtes suffisamment prêt ou non. Ça a simplement à savoir qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. J'ai expliqué souvent que les mécanismes astraux, le ciel, les annales akashiques hindous, la matière, ça l'enregistre. Hein? On a les bandes magnétiques, on a les photos, on a les vidéos, ça l'enregistre. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites pour la simple raison que ça sert au niveau des plans astraux à manipuler les collectivités. Donc, il y a des choses qu'on va dire qui vont simplement servir contre l'homme. On sait très bien en affaires, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui savent très bien que quand ils ont une idée géniale, ben ils ferment la boîte. Pourquoi? Parce que s'ils en parlent, ça marche plus. Et ça marche contre eux autres. C'est pas de la superstition. Il y a des hommes d'affaires qui le savent. Il y en a qui ont perdu assez pour savoir que ferme ta boîte. Quand elle va être matérialisée puis signée, t'en parleras. Avant, non. Vous avez un vœu, on le sait aussi au niveau théologique. Dites-le pas. Dites-le. L'astral est au courant. Ça marche contre vous autres. La conscience collective, ça marche contre l'homme. C'est relié au phénomène satanique. De toute façon, on va revenir la semaine prochaine. Vous faites un vœu, dites-le. Oubliez tout. Le Nazaréen, qu'est-ce qu'il disait? Faites des prières, fermez vos boîtes. Faut pas que personne le sache. Ça veut pas dire que c'est pas l'humain qui est le problème. C'est ce qui manipule l'homme qui est le problème. On regarde simplement la manipulation de l'homme. Il y en a suffisamment de manipulation sur la planète sans qu'en plus on aille s'écraser devant le phénomène extraterrestre. T'sais, on est manipulé par notre propre, disons, contenance planétaire, le monde de la mort, le ciel, l'astral. Et en plus, il faudrait qu'on se mette à genoux devant le phénomène extraterrestre. On n'en sortira jamais. L'homme est manipulé, on le force à penser, on le force à parler des choses. Alors, à un moment donné, l'homme ne peut pas dire ce qu'il veut dire. Ça, dans le séminaire que je fais, le séminaire sur l'homme nouveau, c'est à peu près juste là-dessus qu'on est là-bas. Pas pour l'apprendre, pour le comprendre. De quelle façon on vous force, on vous niaise. On vous pose des questions, vous ne pouvez pas parler. C'est pas compliqué tellement. On va dire à quelqu'un, tiens, va faire une conférence en avant. Plus capable de dire un mot, 10 mots. Pourquoi? Il veut. Pas capable. Non, il parlera pas. Il parlera pas. Faudra qu'il y ait une maudite puissance pour arriver à parler. Sauf s'il a instruit les plans astraux que lui, il parle. Et là, il va être correct. On va demander à quelqu'un une question particulière, puis il va répondre, ben oui, mais ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je sais pas, je suis venu à cause que. Pourquoi tu le sais pas, puis tu continues à répondre? La majorité des humains, quand on leur pose une question précise, ils commencent toujours par, je sais pas, c'est à cause que. C'est ça. Continuez à vous instruire que vous savez pas. C'est pas comme ça qu'on finit par savoir. Est-ce que vous êtes heureux? Comme tout le monde. C'est ça. C'est ça. Supportez pas vous autres, comme tout le monde. T'as eu peur, hein, hier? Ben, c'est normal. Correct. Oublie tout. C'est normal. Correct. C'est pas l'humain qui répond ça. L'humain est intelligent. On le force à parler. Mais mauditement, l'humain s'identifie toujours à ce qu'il exprime. Alors, il se dit, je suis de même. C'est ça. Continuez de penser que vous êtes de même. Vous êtes manipulé à faire un panoplie de choses, puis vous vous identifiez à ce que vous faites. Continuez à le faire. Si j'aurais pas fait ça, il n'y aurait pas eu tel accident. C'est pas toi qui as fait ça. Parce que si tu aurais su, tu l'aurais pas fait. Hein? Non. On t'a omnibulé, t'es allé, tu l'as fait. Là, maintenant, tu broyes sur toi parce que tu t'illusionnes que c'est toi qui es le responsable.
Enfin, t'es responsable, mais t'es pas coupable. Mais l'humain ne sait pas. L'humain se culpabilise. L'humain pense qu'il est coupable. La majorité des humains sont manipulés par-dessus la tête par les phénomènes astraux, les phénomènes sataniques, entre autres. Tu sais, Satan, ça fait peur. On s'imagine automatiquement, je ne sais quoi, là, de baveux qui vous rentre dans la tête puis qui vient vous faire tourner la tête. Bon, pas ça! Satan, l'atmosphère. Bon, ça, c'est la définition parfaite. Alors, on connaît toutes les guerres, les chicanes de famille, on connaît tous les stress que l'humain a. L'humain est manipulé, mais manipuler, c'est écœurant. À un point tel qu'il s'illusionne qu'il y a un libre arbitre. Oh, c'est l'humain qui décide de sa vie. Puis tout ce qu'il décide, il n'y arrive pas. Il continue à penser que c'est correct. Et tout ce qu'il veut pas, c'est qu'il arrive. Quand il y a un accident, ben, c'est pas ça qu'il voulait, mais il en a un pareil. Quand il achète un billet, ben, il gagne pas, mais c'est quand même ça qu'il voulait. Oui, l'humain, il y a les barbitres, l'humain. Tout ce qu'il entreprend, ça marche pas. Il y a les barbitres, l'humain. Faut croire. L'humain continue à penser qu'il en a dans une région où il n'y en a pas. On va revenir là-dessus avec de toute façon la semaine prochaine. Chose certaine, tout ce que je veux, c'est que vous compreniez bien. Bon, je crois que tu as dit, continue à croire, que tu ne pouvais pas te tromper. Faut pas me tromper. Compliqué. Dans ce que tu as dit, que ta conscience instantanée, ce n'est pas ma conscience instantanée, ne peut pas tout dire, ne peut pas tout te dire pour notre étape d'évolution. Comme je répète, ça n'a rien à voir avec votre étape d'évolution. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites parce que ça sert contre l'homme. Puis à un moment donné, on doit les dire parce que c'est le temps d'instruire. Pas l'homme. La conscience collective qui régit l'homme. J'ai un de mes amis qui appelle ça le système. Ben, c'est ça la conscience collective. C'est chacun d'entre vous sans être personne individuellement. Et ça manipule tout le monde. Tout le monde va être normal. Tu vas voir un psychologue, t'es malade. Il te dit t'es normal, t'es correct, t'es content. Ça n'a rien changé, mais t'es normal. T'as un bouton sur le nez, c'est normal, ça. À cet âge-là, c'est normal. Bon, ben, c'est normal, correct. Tu t'en vas, t'es correct, t'es bien. Ça n'a rien changé, mais t'es normal. C'est ça la conscience collective. C'est rien, c'est tout. C'est pas palpable, mais ça manipule l'humain. Je te dis souvent que l'humain est manipulé, mais le mot du problème, c'est qu'il n'y a pas de manipulateur. C'est un paradoxe très intéressant, mais ça n'empêche pas que l'humain est manipulé. Alors, rechercher la cause chez lui, il ne trouve jamais la cause. La recherche à l'extérieur, il ne la trouve pas là non plus, la cause. Les autres, non. Multiples questions sur la même feuille. Quel degré d'évolution Sainte Thérèse d'Avila a-t-elle atteint? A-t-elle réussi à atteindre l'état de pur esprit? Pourquoi son corps physique ne s'est-il pas décomposé? Cela empêche-t-il son âme de poursuivre son chemin jusqu'au royaume des morts? Bon, premièrement, le fait que le corps ne se décompose pas est un phénomène éthérique. Donc, les personnes qui ont cette expression corporelle ont effectivement une vibration relativement intéressante au niveau du plan vital, ce qui leur permet de pouvoir se séparer de leur corps, et il y a suffisamment d'énergie vitale matérielle qui va rester au niveau du corps, soit pour le pétrifier, donc l'alchimiser, ou pour le conserver. Ça n'empêche pas, le fait que le corps ne se décompose pas, n'empêche absolument pas l'âme, par le biais de son enveloppe séraphique, le périsprit, de traverser le plan morontiel, le plan de la vie, de rejoindre le monde de la mort et d'y pénétrer. Donc, ça ne change rien. Son évolution était relativement intéressante, mais elle n'était pas de l'esprit pur. Qu'est-ce que la combustion humaine spontanée? Quelles sont les causes et quelles en sont les victimes? La combustion humaine spontanée est un phénomène relativement intéressant qui est causé par une panoplie de circonstances planétaires et humaines, donc planétaires, disons, et astrales, qui doivent se rencontrer dans un temps très particulier pour opérer ce genre de phénomène. Les combustions spontanées, on n'en a pas beaucoup. On en a eu à un moment donné dans l'étape de l'évolution de notre planète, et il y en aura évidemment de moins en moins. La combustion spontanée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement une personne qui est chez elle ou qui est dans la rue et puis qui, à un moment donné, brûle. Simplement. Elle brûle complètement et elle disparaît. C'est ça la combustion spontanée. Alors, on va retrouver peut-être la moitié de son corps pas brûlé, froid, tout le reste n'est plus là du tout. Ça dégage une température qui peut faire fondre des vitres d'auto, qui peut, en tout cas, c'est assez intéressant comme phénomène au niveau chimique. Et la combustion spontanée n'est pas un phénomène de l'évolution, c'est un phénomène qui est relié à la tellurie de notre planète, à la constitution vitale ou chakrique, enfin yin-yang du corps de l'homme, et au parallélisme des méridiens de notre planète, les méridiens sur lesquels les oiseaux migrateurs vont se brancher justement pour migrer, pour se diriger. Alors, ça serait relativement compliqué à expliquer. C'est un phénomène qui est de moins en moins courant et qui va de toute façon finir par ne plus être courant parce que le corps vital de l'homme aura une consonance différente de la tellurie planétaire, ce qui va carrément empêcher ces phénomènes de combustion spontanée. Ça serait très long à expliquer au niveau chimique et physique. Pourquoi le Québec est-il une terre où les courants d'idées évoluent très rapidement, une terre réceptive où les changements détrônent la tradition? Quel est notre rôle à l'échelle mondiale? Sommes-nous ou serons-nous un phare pour l'Amérique, voire même pour l'humanité entière? D'autres contrées ont-elles un rôle similaire? Bon, c'est un phare pour la planète et non pas pour l'Amérique. D'autres contrées n'ont pas le rôle, mais ils ont déjà eu le rôle similaire.
Le Québec est traditionnellement, antiquement, appelé K-E-B-E-K, donc Québec d'un sens ou de l'autre. C'est le bouclier canadien, ce n'est pas le Québec politique, c'est le Québec ésotérique. La province de Québec, elle est présentement, évidemment, sur le bouclier canadien. Le Québec est une région qui, telluriquement, donc énergétiquement, est extrêmement puissante. Le Québec fait partie de la première terre de surface de notre planète. C'est donc la plus vieille terre de surface. Elle n'a jamais subi ni de cataclysme, ni d'inondation, ni de déluge. C'est la terre sur laquelle les êtres humains de certaines ethnies raciales à certaines époques, vont se rassembler vers la fin de changement de cycle. C'est donc pourquoi la majorité des personnes qui ont une énergie évolutive migrent vers le Québec, et c'est pourquoi la majorité de ceux qui avaient à renaître sont renés au Québec. Les autres vont évidemment s'expatrier. Je parle toujours du Québec ésotérique, donc le bouclier canadien au complet. Cela veut simplement dire que la première Terre à être apparue à l'échelle de notre planète, c'est une Terre qui porte le nom d'Éden, qui porte le nom de Mont-Mérou dans la religion, disons, arienne, qui porte différents noms. Et cette Terre, elle a vu l'apparition du premier phénomène extraterrestre humain. Cette Terre, elle a vu l'apparition d'une Terre à côté, donc d'une Terre parallèle, l'Hyperborée, qui a été, disons, recherchée par Adolf Hitler dans le but d'instaurer son quartier général pour pouvoir relancer la race aryenne, qui est la race indo-européenne, la première sous-race de notre race, la race blanche. Blanche neuronique et non pas blanche physique, ça va de soi. Par la suite, l'Hyperborée a mangé la claque. Disons que c'est comme terre, on a conservé le Greenland, la terre verte, qui maintenant a été transformée sur nos cartes par Groenland, la Norvège, la Suède, Terre-Neuve et d'autres parties. Disons que la Lémurie est apparue vers cette époque, la Lémurie est disparue, faisant remonter les Amériques, une partie de l'Europe et l'Atlantide. L'Atlantide s'est enfoncée, finalisant la remontée de l'Europe et du nord de l'Amérique. Le nord de l'Amérique s'est donc greffé évidemment au bouclier canadien. Présentement, on arrive vers une autre phase terminale, disons, d'un phénomène racial, c'est-à-dire qu'on divise ésotériquement l'évolution de l'humanité par différents blocs de races. On est présentement à la 5e race mère, la race blanche, blanche neuronique et non pas blanche cutanée. Et on s'en va vers la 6e race mère, donc vers évidemment la première sous-race de cette race mère, qui sont la majorité des enfants nés depuis 1975, la majorité mais pas tous. Et présentement, le Québec est cette terre qui a toujours reçu les élus c'est-à-dire les corps physiques les plus évolués de ces différentes, disons, dynasties raciales. Le Québec reste donc telluriquement un endroit privilégié. Il ne bouge pas lors de cataclysmes. Il n'est pas inondé. Bref, la vie est belle. Alors, c'est simplement pourquoi que c'est le Québec qui va vivre ces choses-là. Le Québécois est un être médiocre, évidemment, de la misère à accepter que c'est de là que va partir la prochaine religion mentale et que c'est de là aussi que va partir tous les phénomènes de conscientisation au niveau planétaire d'ici quelques 10 ou 20 ans. Mais c'est des choses que le Québécois va s'habituer évidemment à supporter parce que c'est ça qui va se passer. Si seuls nous, les humains, sommes appelés à évoluer, quel rôle les extraterrestres ont-ils à jouer au niveau cosmique? Peuvent-ils eux aussi aspirer à une quelconque évolution individuelle? Pourront-ils un jour eux aussi dire je suis? Bon. Alors, on va considérer, ouvrez votre conscience un petit peu, on va considérer l'évolution du cosmos, donc l'évolution de la création d'une façon cosmique. Alors, on n'est plus sur la planète Terre, on se place quelque part dans l'univers, puis on observe cosmiquement. Lorsqu'une branche crée une fleur, la fleur crée à un moment donné, il y a un pistil, les étamines, ça va créer à un moment donné des graines. Lorsque ces graines sont l'arbre, la fleur, lorsqu'à un moment donné vont tomber, c'est l'involution, n'est-ce pas? Alors, la graine tombe dans le sol, elle doit pourrir dans le sol, et après ça, elle doit remonter. Mais s'il n'y a pas le sol, l'humain, la graine tombe dans l'eau, elle pourrit, elle ne remonte pas. Alors, évidemment, la graine va rechercher la terre. La terre, c'est l'homme, et la graine, c'est le phénomène extraterrestre. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la graine qui tombe dans le sol remonte après en arbre. Ce qui fait qu'au niveau cosmique, il n'y a pas d'involution, il n'y a pas d'évolution, il y a simplement un déplacement. Sauf qu'il y a un déplacement qui se fait dans un sens vibratoire, un ralentissement vibratoire, dont la vapeur d'eau devient de l'eau, elle devient de la glace. Et il y a un déplacement qui se fait dans un sens opposé. La glace devient de l'eau, elle devient de la vapeur d'eau et elle devient, des atomes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va dans une direction, on va remonter dans l'autre après. Donc, le phénomène extraterrestre est exactement dans le même chemin évolutif que l'homme, c'est-à-dire, il devra travailler à l'arrêt de l'évolution expansive de notre univers, de façon à ce qu'un jour tout soit réintégré comme cela était à l'origine, mais ça va se faire dans quelques milliards d'années terrestres, alors on en parlera dans ce temps-là. Sauf que pour l'instant, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que le phénomène extraterrestre descend et remonte, l'homme a descendu et remonte, donc effectivement, tout pourra un jour être.
avant d'être, ils vont passer par la phase un peu plus inférieure où ils pourront dire « je suis ». À un moment donné, ben, ils n'auront plus besoin de le dire. Hein, quand on est, on ne le dit pas. Bon. Pourquoi sommes-nous la seule planète à évoluer à contre-courant de toutes les autres planètes? Quelle est l'utilité d'être unique? Bon, il n'y a pas d'utilité à être unique. Une chose est certaine, c'est que l'être humain est... Vous savez ce que ça donne? On prend un noyau d'atome, ou disons un atome, et puis on le fissure, et puis on crée de l'énergie pour faire marcher la ville de Montréal pendant une nuit. Alors, si on prend vos corps physiques avec la myriade d'atomes qu'il y a là-dedans, et que si on brise tout ça, savez-vous ce qu'on fait? On prend un corps humain, puis on bousille la planète. Si on pourrait faire une fission, disons une fission atomique de toutes les molécules qui constituent, tous les atomes qui constituent votre corps. Alors, l'être humain, même s'il est densifié, lorsqu'il sera plus grand, là, disons que théologiquement et chimiquement, on dit lorsque l'être humain sera lumière, mais il y en aura de l'énergie là-dedans, ça va supporter plusieurs planètes. Alors, à quoi ça sert de faire en sorte que les phénomènes... Bon, premièrement, il faut comprendre que l'explosion de notre création, ce que la théologie appelle la création, quoique la Genèse, elle, parle surtout de la création de la terre et du ciel en même temps, qui est un phénomène qui a été créé après, évidemment, le phénomène de la création. Alors, si on comprend le phénomène expansif de cette création, il y a, évidemment, des régions qui seront les premières, les plus denses, dont la Terre. Alors, on n'a pas été créé unique, c'est un phénomène mécanique. Exactement comme la graine qui tombe sur la terre, ben elle pousse. Est-ce qu'elle a été choisie par quelconque? Non, non. Il fallait qu'une des graines tombaient, puis une qui tombait là, puis ça a poussé. Alors, elle n'est pas privilégiée. Elle est unique. Mais être unique, c'est pas être privilégié. Nous, on est unique. On est les seuls cons qui ont mangé tout ce qu'il y a à manger. Et puis maintenant, on va aller empêcher ceux qui descendent, comme on a descendu, de descendre où on a descendu. Donc, ils ne viendront jamais hommes des cavernes. Ils n'auront jamais besoin de se battre contre des dinosaures. Ils n'auront jamais besoin de se battre entre eux. Ils n'auront pas besoin d'inventer le feu. Ils n'auront pas besoin d'inventer la roue. Ils n'auront pas besoin de se faire écraser par la roue une fois qu'ils l'ont inventée. Puis ils n'auront pas besoin de vivre tous les problèmes que l'humanité a vécu. On est unique. On n'est pas privilégié. Il y a une différence. Est-ce que le cycle évolution-involution est infini, c'est-à-dire que les extraterrestres, une fois densifiés, réévolueront et que voyons, on n'est pas dans des moteurs à piston, là. Non. Réévolueront et que les humains, arrivés au sommet, recommenceront à redescendre de nouveau? C'est ça. Les hindous ont inventé la technique du moteur à piston bien avant qu'on invente le moteur. Vous savez, pendant qu'un piston monte, l'autre descend. C'est ça le moteur, hein? Ça marche comme ça. Bon. Alors, le phénomène hindou, le phénomène arien, la race aryenne a été conduite par Ram et donc Rama. Alors, eux autres ont conceptualisé l'idée, justement, que tout était cyclique pour la simple raison que le contact qu'ils avaient intuitivement avec l'intelligence supramentale, donc avec leur esprit, les a instruits d'un phénomène d'évolution, évolution, évolution, évolution. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Non. L'humanité, présentement, approche le contexte planétaire. Vous savez que la création, c'est mauditement plus vieux que la science peut l'imaginer. Bon. Alors, présentement, on est presque à la fin de cette expansion de notre univers et on va recommencer la phase d'évolution. Autrement dit, depuis le début de la création, il n'y a eu qu'involution. Et prochainement, on va commencer la phase d'évolution et ça marche pas avec descend, monter, descend, monter. On va évoluer et tout va se restaurer comme cela était. Un jour, on va faire une conférence juste sur ce phénomène de création et de reconstitution des choses telles qu'elles étaient à l'origine. Pas pour l'instant parce que, ce n'est pas le temps, on a d'autres conférences à faire avant. Mais il faut bien comprendre que le phénomène de piston ou le phénomène, d'évolution des 4 cycles de la race aryenne, donc du phénomène hindou, n'est pas tout à fait en accord avec la réalité de l'évolution des humanités. Qui est Orton et quel est son rôle dans le cosmos? Bon. Orton, comme plusieurs, sont des personnalités conceptuelles, c'est-à-dire que ce sont des concepts que nous avons, qui ont été donnés à l'homme, par rapport à un phénomène énergétique qui existe au niveau de l'univers et qui a une altérance, donc qui est capable de motiver certaines choses au niveau de l'évolution mécanique de notre planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas, même si on a personnifié certaines formes d'énergie en leur donnant des noms, comme Orton et comme d'autres, on ne doit pas comprendre, on ne doit pas continuer à gober l'idée que ce sont des personnalités. C'est exactement comme si on prenait par exemple, la vibration de l'hélium et qu'on lui donnait un nom. Et là, on va dire, Orton permet de voir à l'intérieur des corps. Ah bon, il est fin, Orton? Non, c'est pas ça, là. C'est que si tu peux pas comprendre le rayonnement, le rayon X, toutes ces choses-là, si tu expliques ça à un enfant, ou si tu expliques ça à une personne, disons, du 16e siècle, elle pourra pas comprendre, elle pourra pas le gober. Alors, on met un nom. Ah, là, ça crée une forme dans laquelle elle peut ramasser l'idée, puis là, elle va pouvoir en parler puis comprendre un peu plus.
Le phénomène d'Orton et de d'autres, il y a beaucoup d'autres noms qui ont été donnés à un moment donné par l'intelligence à certains humains sur la planète de façon à instruire l'humain et l'astral surtout. Et ce sont des concepts qui ont été donnés de façon à pouvoir créer une forme permettant à la conscience de l'homme de pouvoir travailler avec ces choses-là. Alors, qui est Orton? Un concept qui désigne un phénomène énergétique, cosmique, qui existe, mais qui ne peut pas être considéré comme étant une personnalité. Est-ce qu'un extraterrestre peut nous obliger à le suivre, même si nous sommes contre? Bon, c'est évident que si tu t'attaches avec des chaînes puis tu traînes avec un bulldozer, il faudra être fort. Si vous êtes suffisamment vos maîtres, il n'y a pas un seul extraterrestre matérialisé qui va venir apparaître devant vous. Vous suivez contre votre volonté si vous êtes de type, disons, extrêmement sensible, facilement influençable, facilement hypnotisable, alcoolique, drogué. Enfin, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, certains humains sont plus facilement, disons, manipulables. Mais, faut pas s'en faire. Chose est certaine, c'est que si vous restez debout et que vous n'êtes pas trop impressionné, ben, il n'y a aucun problème, ça va disparaître vite, parce que si vous n'êtes pas impressionné, l'extraterrestre s'attend bien gros à ce que l'être humain soit impressionné. Enfin, cette forme d'extraterrestre, si vous ne l'êtes pas, lui va l'être. Alors, il va sacrer son camp. Les Yétis, c'est quoi? Et cela, et que sont-ils devenus? Bon, on a déjà parlé un peu de ce phénomène, le phénomène des Migous, des Sasquatch, des Yétis, l'abominable homme des neiges. Maintenant que la femme est libérée, l'abominable femme des neiges. Aussi. On va revenir en conférence plus tard sur cette mécanicité, mais on peut comprendre une chose immédiatement, une chose qui va vous amuser un peu, qui va faire frémir certains, puis qui va faire en sorte que ceux qui me prennent pour un fou vont me prendre carrément plus pour un fou. Enfin, ils vont être certains maintenant. Il y a eu, il y a très longtemps, un phénomène extraterrestre, donc un phénomène énergétique, parce qu'il faut qu'on comprenne que l'extraterrestre est un phénomène énergétique qui, dans le contexte de notre planète, se densifie sous certaines formes. Lorsqu'il y a eu le premier contact avec l'humanité, ça l'a permis génétiquement d'engendrer l'homme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de laisser une trace d'énergétique d'évolution dans l'homme, donc d'engendrer l'âme. Et une fois que l'âme est venue dans l'homme, il y a eu l'ego et il y a eu l'homme tel qu'on le connaît avec sa panoplie d'émotions et cet assujettissement au monde de la mort. Beaucoup plus tard, il y a un phénomène extraterrestre, encore une fois, qui est venu et qui a essayé de s'allier à l'homme. Ça n'a pas fonctionné et ça a créé d'autres formes d'animalité que nous connaissons sur le plan planétaire qui ne sont pas humaines, mais qui sont, disons, aquatiques. Par après, on a eu encore une fois ce même phénomène et l'humain n'était pas prêt à recevoir quoi que ce soit parce qu'il faut comprendre que la planète Terre ainsi que son Soleil voyagent dans notre galaxie, que notre galaxie voyage dans notre univers, que notre univers voyage dans notre super-univers et que celui-ci est en déplacement dans la création. Alors, de temps en temps, on traverse des faisceaux énergétiques qui sont beaucoup plus denses. Depuis 1969, on a pénétré un très grand faisceau qui va être de plus en plus accentué jusqu'en 1999. 87, d'ailleurs, voit une augmentation de cette consonance énergétique et on va aller en augmentant. Alors, lorsqu'on a traversé un deuxième faisceau à un moment donné, la cristallisation matérielle a créé un autre phénomène aquatique. Et on a eu à un moment donné un autre phénomène qui a été créé qui n'a pas été aquatique. Alors, il y a des trucs dans le genre, n'est-ce pas, qui ressemblent au phénomène des Yétis. On a les dauphins qu'on connaît bien, on a les requins qu'on connaît bien, et enfin, il y a d'autres phénomènes dans le genre sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Alors, les Yétis, il y en existe présentement au Canada. On les appelle Sasquatch, sur le bouclier canadien. Il y en existe dans l'Himalaya. Il y en existe partout où il y a des bouches terrestres, c'est-à-dire là où l'énergie cellurique est extrêmement puissante, et là où on a toujours vu aussi l'apparition d'une science ésotérique ou d'une science théologique, d'une science évolutive extrêmement accentuée. Il en existe aussi en Amazonie. Puis il en existe donc à quelques places sur la planète où il se cache, toujours près de certaines bouches de la planète Terre, donc des grottes et des tunnels relativement intéressants. Ça intéresserait Jules Verne, en tout cas, de savoir que ces tunnels existent. Est-ce que le séminaire PMC1 a un rapport avec cette énergie extraterrestre ou les extraterrestres? Bon. Le séminaire PMC1, premièrement, on ne vous présente pas d'extraterrestres. Bon. Le séminaire PMC1, c'est donc le séminaire sur l'homme nouveau. Il n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire qu'un seul but. Celui d'instruire de façon compréhensive, donc d'énergiser suffisamment celui qui le fait, à cette facette de la manipulation de sa pensée.
Le but primal ou le but primaire, c'est que l'être humain doit être son seul maître. Et ce n'est pas le cas. Même si l'humain se croit être son seul maître, ce n'est pas le cas. Son seul maître ne veut pas dire que quand il décide de traverser la rue, il traverse la rue et les chars arrêtent. Ça, c'est le seul con. C'est pas le seul maître. Comprendre? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il se lève et qu'il ne fait pas la température qu'il veut, il n'y a rien qui le manipule à changer son humeur. Que lorsqu'il n'y a rien à faire, qu'il est assis, qu'apparemment c'est plate pour les autres, ben c'est pas une condition comme ça qui va le changer lui. Il est son seul maître. Alors, c'est la condition intérieure qu'il va vivre, c'est lui qui l'orchestre. Il n'est plus assujetti à l'orchestration extérieure. Alors, ça ne règle pas les problèmes de l'humanité, le PMC1. Sauf que ça énergie suffisamment à l'humain pour qu'il prenne conscience, qu'il sache. Pas qu'il apprenne, qu'il sache. Pas qu'il connaisse, qu'il sache. Qu'est-ce que c'est que la manipulation? Puis qu'il puisse l'observer chez lui quand elle arrive, de façon à y faire, disons, à y résister, pour que lui puisse maintenant s'en aller vers ce cheminement d'être son seul maître. L'humain ne doit pas être assujetti à un maître, à un guide, à quelque chose dans le genre, ou encore moins un extraterrestre. L'humain doit se prendre en main, et l'humain doit finir par être capable de savoir lorsque c'est lui qui pense, ou lorsque l'on pense dans sa tête, lorsqu'il pense qu'il pense. Que penses-tu de ceci? Oh, ben, c'est pas trop, moi je pense que ça a bien de l'allure. Mais pourquoi ça a de l'allure? Bon, je sais pas, tout le monde a dit, c'est écrit dans le journal, ben non, tu répètes ce que le professeur Machin a dit avant, ou tu répètes ce que Daniel Kem a dit, tu sais, mais toi, tu sais pas, tu sais, tout le monde a applaudi, la conférence était bonne. Personne n'a applaudi, la conférence était plate. Mais toi, tout seul, peux-tu savoir comment c'était? Enfin, le PMC1, le séminaire sur l'homme nouveau, femme nouvelle, est exclusivement axé à ça. On vous apprend pas. Non, on vous le fait vivre. Vous devez le comprendre. Puis quand c'est compris, ben, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Ceux qui survivent normalement, là, pas mal correct. Mais jusqu'à date, tout le monde y survit, c'est pas pire. La première journée est un peu dure, mais la deuxième, on rit comme des fous. Est-ce que la science dont tu parles peut ou pourra un jour régler ou remplir les vides et les inconnus de la science d'aujourd'hui? Est-ce déjà arrivé? Bon, il faut comprendre que la science d'aujourd'hui est l'accumulation de l'ignorance coordonnée de l'homme. C'est ça la science d'aujourd'hui. La science permet de savoir tout ce qu'on ne sait pas. Alors, elle dit, bon, si on sait ça, ça veut dire que tout le reste, on ne le sait pas. C'est ça, la science. Bon. La science, le savoir instantané, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la science cumulative, coordonnée de l'ignorance de l'homme. Le savoir instantané, c'est simplement ceci. Vous êtes quelque part, vous avez faim, il y a 2 champignons, alors vous prenez le comestible et vous le bouffez. Ça, c'est intelligent et c'est simple. Et le scientifique, l'intellectuel, l'humain normal, l'homme ancien, assujetti à ses mémoires, ben lui, il va regarder 2 champignons, puis s'il n'a pas appris, il ne pourra pas savoir. Alors, il va se risquer. S'ils sont 2, c'est pas pire. L'un va mourir, l'autre, il va vivre. Là, il va apprendre. Alors, ça n'a rien à voir avec le phénomène scientifique, c'est-à-dire le savoir instantané amène à l'homme le savoir, donc l'homme sait ce qu'il a à savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. À l'instant où il a bouffé le champignon, il ne sait plus lequel qui est bon. Il n'a pas besoin de le savoir, parce que quand il va avoir encore faim, ben, il va encore prendre le bon. Il a besoin de le savoir. C'est le savoir instantané. Alors, on a des grands-mères dans l'Antiquité ou des mères qui, à un moment donné, bon, il y avait telle maladie, ben, il allait dehors, puis il ramassait 3 ou 4 conneries, puis il donnait ça, puis ça guérissait. Mais ça ne va pas, elle n'a pas appris. On a bâti la médecine de même. À l'instant où on a commencé à l'analyser scientifiquement, ben, on a dit que toutes les grands-mères étaient toutes des charlatans. Il n'y a pas de diplôme. Fait que les médecins, eux autres, sont diplômés pour essayer de vous guérir, puis c'est correct s'il manque le coup. La médecine ne peut pas faire de miracle. Mais les grands-mères en faisaient, mais sont illégales. Alors maintenant, on a plein de charlatans, on a plein de ceci, on a plein de cela. Mais le savoir instantané, inconsciemment, était l'apanage de l'Antiquité. C'est ça qui a permis à l'humanité de bâtir une science, à un moment donné. Mais maintenant qu'on a une science, on ne fait référence qu'à cette mémoire, la science. Alors, on coupe le contact avec l'intuition. C'est pas analytique. C'est pas statistique. Alors, ça peut pas être ça. La science, le savoir instantané, ça n'a absolument rien à voir avec la science sur la connaissance de l'humanité. C'est tout à fait différent. Alors, on n'aura pas de bibliothèque. Vous embarquez dans un auto, vous l'allumez, vous en allez. Vous embarquez dans un avion, vous le partez, vous checkez bébelle, puis vous partez. C'est mauditement plus intelligent, mauditement plus simple. C'est ça, l'homme nouveau. Et c'est sûr que pour l'homme ancien, c'est encore un peu frustrant. D'ailleurs, je dois remarquer qu'il y a plusieurs choses que certains personnages qui sont en transition vers l'homme nouveau font et qui de plus en plus frustrent. Vous demandez à un enfant de quelques années, pourquoi tu ne peux pas apprendre ta géographie? Mais ton rieux, voyage pas. C'est ça, savoir instantané.
C'est quoi l'intelligence d'apprendre de quoi pour rien, pour le mémoriser? Oui, mais un jour, tu en auras besoin. Mais sacrableu, un jour, j'apprendrai la géographie. Moi, j'ai pas connu tous les pays que j'ai visités. Je les ai connus quand? 2 semaines avant de partir. Puis j'ai fouillé quelques cartes après ça. Ben, c'était correct, c'est suffisant. Ça faisait rien qu'à rassurer mon ego à l'époque où je voyageais, en 76 et 77. Puis rendu sur le pays, ben là, je me promenais, puis à un moment donné, ben on se rend compte, ici, il y a telle chose. Tu vas voir, c'est ça. Puis arrête de te surprendre. Hey, ça marche, wow! Ben là, tu te découpes, là, tu te déconnectes complètement, puis là, t'as l'air d'un fief niaiseux. Ça a marché une fois, t'es sûr. Là, tu veux revoir la même chose. Tu l'auras pas, t'es pas le même. T'es pas dans la même circonstance, t'es pas dans le même état. Alors, le savoir instantané, c'est tout à fait un phénomène qui est naturel et normal, et qui, pour la science, fait partie du paranormal. La science, elle est paranaturelle. Le monde matériel est-il une seule entité avec une conscience localisée dans une seule de ses parties? Bon, la conscience de la matière, c'est la conscience de l'homme. Parce que la matière supporte la conscience de l'homme, et la conscience de l'homme, c'est la conscience qui est supportée par la matière. Alors, faut pas penser que le verre ici a une conscience. Le verre n'a pas de conscience. Quand j'aurai bouffé le verre aura une conscience. Puis quand je l'aurai fait sortir, il n'y aura plus de conscience non plus. Étant donné que l'humanité meurt, va dans le monde de la mort qui est le ciel entourant notre planète, bien évidemment, l'évolution de notre planète au complet, elle est l'évolution de l'humanité au complet. Donc la conscience de la matière, c'est la conscience de l'homme. Et c'est d'ailleurs la raison mère du pourquoi de l'homme sur la planète. C'est le seul véhicule expérientiel qui permet à la matière de rejoindre les phénomènes intelligents sans que l'intelligence devienne matière et sans que la matière soit bousillée par le contact avec l'intelligence. Ben, c'est l'homme. L'homme, il peut faire ça. La souffrance est-elle notre seul moteur? La souffrance, c'est le moteur de l'homme ancien. C'est le moteur de la personne transitive. Ce n'est pas le moteur de l'homme nouveau. La souffrance, c'est simplement que la souffrance, c'est la conséquentialité d'un acte mal conséquentialisé, d'un acte inécologique. Alors, si la personne ne souffre pas et qu'elle n'a pas l'intelligence de faire les choses qui doivent être faites, elle ne fera rien. Si elle souffre, vu qu'elle n'a pas l'intelligence de comprendre ce qu'elle doit faire, ben elle va le faire parce qu'elle n'a pas le choix. On va voir le dentiste quand on a mal aux dents. On va se faire opérer quand on a là. Bon, mal quelque part. On va changer on va faire réparer l'auto souvent quand ça marche plus. On met les pneus d'hiver quand on a glissé pas mal sans neige. Bon. Alors, il y a donc une souffrance qui oblige l'humain à avancer. La guerre, ça a toujours été utile pour l'humanité. La paix aussi, parce que la paix, c'est une guerre pour les guerriers. Et la guerre, ben, c'est une guerre pour les pacifistes. Alors, évidemment, chacun a sa guerre. Parce que le guerrier, il se bat maudit pendant la paix. Il essaye il se bat contre lui-même, parce que lui, il aimerait mieux se battre contre les autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que placer un individu dans un paradis terrestre, un individu actuel, un homme ancien, un homme transitif, un humain, placez-le dans un contexte paradisiaque, où tout est parfait, tout est là, il peut flotter dans les airs, il a soif, il a plus soif, bon. Ben non, ça il tente de boire pareil pour triper gustativement, ben ça apparaît, puis il peut boire tant qu'il veut, ça apparaît pas. Il peut manger, tout est parfait. Est-ce qu'il va vouloir évoluer? Ben non, tout est de dur. Qu'est-ce que l'humain se plaint le plus quand il parle du ciel? Passer sa vie à jouer de l'arbre, c'est un nuage, pas tirer à la chaîne pour arroser le jardin? L'humain, ça va être plate en sacre-bleu. Ben c'est ça. Ça se passe pas comme ça. Le phénomène de l'évolution est un phénomène qui est ascendant, et puis l'humain doit donc toujours être placé dans un contexte où, s'il n'a pas l'intelligence d'agir, eh bien évidemment, sa cristallisation, le fait qu'il n'agit pas, le fait qu'il devient stagnant, tandis que la vie continue à avancer, ça le fait traîner les fesses sur le parquet, puis ça on appelle ça la souffrance. Lorsque l'humain devient intelligent, donc pas connaissant, pas intellectuant, mais lorsque l'humain est capable de projeter dans l'avenir ou avoir disons, une préscience, une vue des futurs possibles, il pourra choisir le chemin le plus conséquentiel et là, il pourra embarquer dans ce chemin. L'être humain va devenir automatiquement un être écologique et il sera conséquentiel. Lorsqu'une chose doit être faite, on la fait. Donc, la souffrance disparaît de par elle-même parce qu'elle ne peut plus exister mécaniquement. L'homme nouveau ne peut pas souffrir. Il agit. L'homme ancien, lui, agit parce qu'il souffre. L'humain évolue parce qu'il est écœuré d'avoir peur, parce qu'il est écœuré de souffrir. Il évolue pas parce qu'il envoie l'intelligence. À un moment donné, l'humanité va avoir l'intelligence, de l'évolution améliorative, de l'entretien physique, par exemple. Il ne fera pas de l'exercice parce qu'il n'y a pas le choix. Il va en faire parce qu'il comprend l'intelligence d'en faire. Donc, il n'en fera pas parce qu'il va souffrir, etc., etc. La souffrance n'est pas le seul, disons, moteur que nous avons. Au niveau de la conscience archaïque de l'homme ancien, c'est le seul moteur. Il est inconditionnel et il n'est pas manipulable par l'humain. Lorsque l'humain devient suffisamment conséquentiel, il fait ce qu'il a à faire et la souffrance, elle disparaît, elle n'a plus de raison d'être.
Un être humain incomplètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désirer évoluer? Peut-on désirer et être totalement conscient? C'est bien, c'est bien. Peut-on désirer et être totalement conscient? Non. Bon. Un être humain incomplètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désirer évoluer? C'est génial comme question. La personne, de toute façon, elle répond même à ces questions. C'est bien. Un être humain complètement conscient peut-il avoir une raison réaliste de désirer évoluer? C'est sûr qu'un être humain complètement conscient désire évoluer, parce qu'il souffre. Mais est-ce qu'il peut avoir un désir réaliste d'évoluer? Autrement dit, est-ce que ça sert à quoi de vouloir évoluer? Est-ce que c'est lui qui va mener son évolution? L'évolution n'est pas manipulée par l'humain. L'évolution n'est pas du ressort de l'homme. C'est extrêmement plate, mais c'est un fait. L'évolution n'est pas du ressort de l'homme. Alors, le fait de désirer vouloir évoluer, ça va te changer quelque chose. Oui, c'est original. Vous avez tous un ego. Vous avez donc tous un phénomène mémoriel qui a été constitué par votre éducation, un peu par le legs génétique et par toute l'expérience de votre vie. C'est votre ego, qui baigne dans des mémoires volatiles qui sont dans votre âme. Bon, une chose. Ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres phénomènes chez vous beaucoup plus énergétiques, comme le plan mental. L'intellect, lorsqu'il reste assujetti au phénomène égoïque, donc à l'émotion. Et le phénomène supramental qui de plus en plus tend à s'instaurer dans la conscience des Québécois. Le problème, c'est que l'ego est le seul maître à bord pour l'instant. Et lui, étant mémoriel, ne peut pas rien envisager de neuf. Tout ce qui est neuf, il le refuse parce que c'est insécure pour lui. Ça le fait travailler, ça le heurte, ça le choque. Alors le fait de désirer évoluer, c'est exactement comme si on instruisait notre ego de la probabilité ou de la possibilité que si lui libère notre possibilité, disons, d'évolution, ben, que lui puisse s'améliorer. C'est-à-dire qu'en réalité, que lui puisse être un peu plus sécure. Alors, le fait de désirer évoluer est un mécanisme extrêmement égoïque et donc qui est de l'instruction au niveau de l'ego. C'est comme la foi, c'est comme la croyance. C'est absolument génial parce que l'ego ne vous laissera jamais évoluer si vous lui refusez de croire que ça se peut l'évolution. Si l'ego pense que l'évolution se peut pas, ben évidemment, votre phénomène mental, n'importe quoi chez vous ne pourra pas s'arranger. Exactement comme le corps physique va se guérir tout seul. Mais si votre ego est convaincu qu'il guérira pas, il va s'organiser, puis c'est comme celui qui est le maître contrôleur à bord, ça va être long en maudit avant que vous arriviez à guérir. Faudra qu'on vous assomme pour vous guérir. Alors, si on convainc l'ego que ça se peut, la guérison, aie confiance au médecin, ou aie confiance au thérapeute, ou aie confiance à toi-même, ben là, évidemment, il y a des fortes possibilités que le corps guérisse. C'est le même phénomène pour l'évolution. Alors, y a-t-il une raison, disons, réaliste de désirer évoluer? Oui, parce que ça va vous permettre de maintenant libérer votre intuition. J'ai l'intuition que telle chose, ou bien non, que je devrais aller telle place ce soir, ou écouter telle chose, ou acheter tel livre, ou simplement aller dans telle soirée. Mais si tu n'es pas déjà en désir d'évolution, l'ego coupe tout, ce qui fait que l'intuition, tu n'as pas, puis tu écoutes ta musique à la place, tu veux rien savoir. Alors, le désir, c'est un phénomène intéressant au niveau de l'instruction de l'ego. Si l'esprit gère à l'insu de l'homme ses actions, ses émotions, aussi brutes soient-elles, tripote l'âme pour créer des désirs sexuels, de ne pas vouloir mourir, vouloir être heureux et souffrir, alors est-ce un viol? J'ai pas d'autre terme. Le terme est bon, il n'y a qu'un terme qui n'est pas bon. Si l'esprit gère, tout ce qui est énuméré ici n'est pas géré par l'esprit, mais géré par les forces astrales, sujet sur lequel nous revenons la semaine prochaine. Alors donc, si l'esprit gère, donc si le phénomène astral ou si les phénomènes sataniques, Satan, c'est un terme qui est original, parce que quand on parle des phénomènes sataniques, tout le monde, Satan, là, tu sais que je sais pas. Bon, on va appeler ça l'astral d'abord, mais ce que Satan désignait dans l'Antiquité, c'est exactement le phénomène astral, la conscience collective. Or, si l'esprit, donc non, si Satan, ou enfin, si le phénomène collectif, si l'astral planétaire, si le ciel, si la mémoire collective gère à l'insu de l'homme ses actions, ses émotions, aussi brutes soient-ils, tripote l'âme pour créer des désirs sexuels, de ne pas vouloir mourir, vouloir être heureux et souffrir, alors est-ce un viol? Effectivement, l'homme est continuellement violé au niveau de sa conscience par la conscience collective, étant donné que l'homme est un être collectif qui s'identifie à ce qui se passe chez lui. Quand vous dormez, puis qu'on vous viole toute la nuit, qu'on vous charrie toute la nuit dans des rêves absolument absurdes, vous appelez ça quoi? Et quand vous rêvez, à un moment donné, ça marche mal. Ben, vous changez le rêve, puis vous faites d'autres choses qui marchent bien. Bon, là c'est intéressant. Moi, ça m'arrive des mois de temps de rêver la même chose. Moi, c'est quand j'ai une grosse machine qui rentre dans un glacier, puis j'explore l'Alaska, puis d'autres places. Ça permet à mon ego de s'amuser. Puis tous les jours, tous les nuits, j'améliore la machine, puis quand je rentre dedans, c'est parfait. Je l'ai fait visiter l'autre fois.
Puis quand je suis tanné de jouer ce jeu-là, ben là, j'invente un autre bebelle, ou ben non, je fais d'autres choses pour plaire à mon ego. Mais la majorité des humains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'endorment, puis là, ils se font charrier toute la nuit, puis il y en a plusieurs qui s'en rappellent pas. C'est parce que vous en rappelez pas. Vous avez été violés pareil. Mais au cours de la journée, tout va bien. Vous regardez le journal, puis là, vous voyez quelque chose, une annonce, une nouvelle, quelque chose, puis là, tout est fait. Là, ça va plus. Ça vient de passer là, puis bon, c'est ça, manipulation. C'est qui est le maître? À un moment donné, vous êtes quelque part, puis quelqu'un vous marche les pieds. Là, vous venez bleu ben raide. Là, vous criez. Mais où c'est que vous êtes pendant ce temps-là, vous autres, pendant qu'il y a quelqu'un qui crie chez vous? Vous êtes pas là. Vous êtes pas là, vous contrôlez plus rien. Vous êtes où? Ben, c'est ça. C'est pas l'esprit qui fait ça. Mais c'est le phénomène sur lequel on va venir la semaine prochaine. C'est pas l'esprit. L'esprit ne manipule pas comme ça. L'esprit, par contre, ne peut pas venir aider l'homme. Pourquoi? Parce que tant que l'homme n'a pas une hauteur vibratoire suffisante pour recevoir l'esprit en conservant l'intelligence de l'esprit, et c'est vers quoi on s'en va, ben évidemment, l'esprit ne peut pas toucher l'homme. Alors, à un moment donné, il y a un corps physique suffisamment évolué qui rentre en contact, l'esprit parle par lui. Ça a été le cas de Moïse, d'Abraham, du Nazaréen, de quelques autres. Mais ce n'est pas le cas de la collectivité. Plus l'évolution de l'humanité avance, plus l'humain va aller à la rencontre de son esprit. Et là, évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Mais en attendant, l'être humain reste tout à fait assujetti à la conscience collective, parce que s'il n'y aurait pas cette conscience collective, l'humain ne pouvant entrer en contact avec la conscience réelle de son esprit, ben, l'humain ne pourrait même pas vivre. Sauf qu'à un moment donné, à l'étape où on est rendu, ben, il est temps qu'on comprenne un peu les mécanismes de la conscience collective. Alors, c'est le phénomène du séminaire sur l'homme nouveau, puis c'est aussi sur lequel on va venir, sur quoi on va revenir la semaine prochaine. L'évolution a-t-elle une fin? Et quand l'être humain aura fini d'évoluer, devra-t-il réévoluer? Est-ce un cycle sans fin? C'est la même question pistonneuse que tout à l'heure. C'est oui, à quoi servent toutes ces évolutions et involutions qui occasionnent tant de souffrance? Bon. C'est intéressant les questions qui sont posées parce qu'elles sont posées, c'est la preuve déjà qu'il y a une expansion de conscience chez les individus. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certaines questions qui demandent une réponse qui, normalement, devrait échapper à cette conscience. La conscience n'est pas encore assez grande. L'humanité évolue, c'est-à-dire involue, pour, à un moment donné, remonter. C'est l'évolution. Sauf que, où ça finit et comment ça finit. Dans l'Antiquité, on parlait du bonhomme, de l'ange avec la harpe sur un nuage. Bon. Un peu plus tard, on a parlé d'une espèce de nueur vaporeuse où ce que les personnes allaient, puis on jouait au golf, puis quand elle allait en enfer, ben, il y avait aussi un terrain de golf, mais il n'y avait pas de balle. Bon. C'est l'enfer. Bon. Alors, on a essayé de conceptualiser des choses comme ça. Pour toujours essayer, parce que j'ai expliqué au début de la conférence, c'est que l'humain connaît le reste en comparaison avec ce qu'il vit. Alors, s'il n'y a pas de reste perceptible, il va le créer à partir de ce qu'il vit. Alors, il y a un phénomène sur lequel on va revenir à un moment donné, au cours de 87, qui est justement, qu'est-ce que c'est que l'aboutissement de l'évolution, pas de l'humanité. L'humanité, on va en parler aussi au cours de 87. Mais l'évolution finale de notre création. À un moment donné, c'était là, puis à un moment donné, il ne sera plus là. C'est ce que les théologies appellent le retour vers la création, vers le Créateur. Alors, il y a des phénomènes qui échappent. On a une question ici, je vais répondre comme ça, mais on va y revenir. Il y a un endroit qui est spatial, qui est temporel. J'ai expliqué à un moment donné que si on partait de la Terre, qu'on voyageait en ligne droite, à n'importe quelle vitesse, tout le temps, pour arriver à la limite de notre univers, à un moment donné, on arriverait à la Terre. C'est comme ça que s'est fabriqué l'univers. C'est exactement le même phénomène que si on prend un microscope puis qu'on va voir les atomes qu'il y a dans le verre, puis qu'on continue à grossir, on prend un électron, on se rend compte qu'il est constitué de myriades de petites particules, on grossit encore et on se rend compte que ça ressemble énormément à des galaxies, on grossit encore et puis d'un coup on décide de prendre une planète, c'est-à-dire un électron, on grossit et on se rend compte que ça ressemble à une planète, on grossit puis là on se voit en train de regarder le microscope. Ben, c'est ça. C'est comme ça qu'est bâti l'univers. Alors, Albert Einstein était le premier qui a justement essayé d'expliquer ça à l'humain, mais c'était pas le temps à l'époque. L'humain, enfin, les savants d'époque n'ont pas réussi à englober. Plus les astrophysiciens observent loin, plus sont portés à penser qu'effectivement, à un moment donné, en observant là-bas, ils vont se voir les fesses. De plus en plus. C'est pas encore venu, mais les astrophysiciens commencent, présentement, ils vont écrire des livres, il y en a quelques-uns qui en écrivent, et on peut se rendre compte que ce sont peut-être les plus puissants philosophes qu'on a sur la planète. Les astrophysiciens. Alors, à un moment donné, ben, il y a cette création, et puis à un moment donné, ben, il y a quelque part quelque chose qui n'existe pas, mais qui est là. C'est pas localisé, c'est pas temporalisé. Enfin, c'est extrêmement compliqué à expliquer pour la simple raison que chaque fois que l'on prend un mot, le mot a été créé pour définir un contexte sur notre planète Terre, et le mot ne peut donc pas s'adapter à définir quelque chose qui n'est pas. Mais qui est là, mais qui n'est pas. Bon.
Lao Tzu, à un moment donné, s'est fait ramasser par un phénomène extraterrestre, et puis donc par son esprit, puis il a expliqué qu'un jour, l'être humain irait vers le non-faire, le non-agir. Alors, ils ont écrit le Tao, qui est une assez bonne interprétation de ce qui se passe là, de bord de la création, donc lors de la finalité du retour de l'humanité vers ces phénomènes de création. Mais on va revenir de toute façon au cours de 87. Comment le Christ a-t-il fait pour évoluer et ne pas ressentir l'orgueil en même temps? Bon, ça c'est intéressant. À un moment donné, il y a dans une secte, la secte nazaréenne, qui est une secte essénienne, mais la seule secte qui accepte les femmes, parce qu'à l'époque, la femme, on la considérait comme étant relativement bête de somme. Un peu avant le somme, remarquez. Enfin. Et puis, il y avait les Nazarites, il y avait les gentils, il y avait les Nazaréens, il y avait les Esséniens, il y avait les thérapeutes en grec qui étaient reliés à la secte essénienne, qui est une secte égyptienne. Et le Nazaréen, lorsqu'il est venu au monde, il avait un corps physique extrêmement avancé parce que c'est un contact avec un phénomène extraterrestre qui l'a mis au monde. Le Nazaréen, Shehosua ben Joseph, donc disons Jésus, fils de Joseph, qui à un moment donné va grandir, est un être qui a de l'orgueil, qui a de l'ego, et au fur et à mesure de son évolution, disons infantile, vers l'adolescence, son corps physique étant extrêmement bien construit au niveau génétique, il va entrer en contact avec les premiers paliers du monde de la mort, et à l'âge de 12 ans, il va donc parler du travail de son père dans le ciel. Continuant à grandir, il a voyagé, il va finir par parler du travail de son père dans les cieux. Les cieux sont les paliers extérieurs au ciel, donc le Dieu du Nazaréen à l'état adulte n'a plus rien à voir avec le Père dans le ciel, mais il parle maintenant des cieux. Il y aura 3 paliers de cieux, et le plan supramental, donc l'Esprit Saint à l'époque, est le premier palier, celui qui justement est en train d'entrer en contact avec l'humain. Le Nazaréen a donc vécu ses phases, mais il était suffisamment neurologiquement bien bâti, et continuellement, lorsqu'on lui disait « Pourquoi tu ne parles pas ?»